Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des arts martiaux. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Baptiste Shiki Budgeya, qui est le président de l'association Shinkyokai. Et aujourd'hui, on va donc parler d'histoire des arts martiaux, puisque Jean-Baptiste est historien. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Gabriel, bonjour aux spectateurs d'Histoire des arts martiaux. Je dois dire que cette fois-ci, nous inversons les rôles, puisque toi, tu es pratiquant d'arts martiaux et tu es également historien. Et c'est toi qui vas être interviewé. Et je te remercie sincèrement c'est une belle marque de confiance. Donc, je suis honoré que tu m'aies sollicité pour que nous puissions conduire cet entretien. L'honneur est partagé puisque je ne voyais personne d'autre qu'un autre historien pour bien mener la chose. Je te remercie. Je pense qu'au cours de cette interview, nous allons essayer de brosser ce qu'on peut entendre par l'histoire des arts martiaux. Quelle est ta recherche ? Peut-être que je me permettrai de faire des incises entre ta pratique et ta recherche. Okay. Comment l'une nourrit l'autre, ce genre de choses. Et je pense que c'est œuvre utile. Voilà, l'histoire a une utilité, elle n'est pas forcément matérielle, mais elle en a une, et dans le cadre des arts martiaux, c'est peut-être encore plus vrai. Alors je voudrais commencer par te poser une question qui va peut-être te paraître idiote, mais qui me semble, moi, évidente. On parle d'histoire des arts martiaux, et l'histoire, nous savons que ça se fait à partir de sources. Est-ce qu'on peut réellement parler de sources en ce qui concerne les arts martiaux ? Dispose-t-on de sources véritables pour traiter de l'histoire des arts martiaux ? Alors la question n'est pas idiote du tout, c'est même la question fondamentale du travail d'historien. Alors oui, on a des sources à propos de l'histoire des arts martiaux. Il faut expliquer d'abord ce que c'est que l'histoire des arts martiaux, parce que les gens connaissent l'histoire parce qu'ils l'ont apprise en général au collège, au lycée, peut-être à l'université pour certains. L'histoire est faite à partir de sources, donc c'est une matière scientifique. La plupart des gens pensent que l'histoire, en gros, c'est le vécu des gens, et puis en gros, on raconte ce qu'on a vécu, et puis ça forme l'histoire. C'est pas tout à fait ça. Et puis on lit on raconte ce qu'on a lu. Voilà, exactement. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité. L'histoire, c'est une matière scientifique, et l'historien, c'est un scientifique à la fois dans sa méthode et dans sa manière de penser. C'est un petit peu comme, si tu veux, une enquête de police. D'ailleurs, c'est bien parce que le premier historien, entre guillemets, le père de l'histoire, Hérodote, avait écrit un manuscrit à l'époque, qui s'appelait L'Enquête. Et en fait, l'enquête, c'est quoi ? C'est de simplement essayer de retracer les événements du passé en s'appuyant sur des preuves. Et donc, l'historien, il va s'appuyer sur des documents pour lesquels il va avoir une certitude ou quasi-certitude de l'exactitude des faits relatés. Alors, il y a plusieurs types de documents. Donc, il y a les documents écrits. Par exemple, je sais pas moi, si on doit relater un procès, par exemple. Un procès qui s'est déroulé il y a une 50aine d'années. On va avoir un compte-rendu qui a été dactylographié, certainement. Et donc, sur ce compte-rendu seront relatés les événements marquants du procès. Et bien, l'histoire, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, pour l'historien, de rechercher cette source, de la trouver, de la lire, de l'analyser et de la critiquer. Et c'est ça qui est important, surtout cette dernière facette. Tout à fait. Pour l'histoire des arts martiaux, on a plusieurs types de sources. On a évidemment les documents écrits. Donc, par exemple, pour les arts martiaux traditionnels du Japon, on aura les documents comme les Menkyo Kaiden, comme les documents de succession des écoles. On aura des écoles. Exactement. On aura aussi des objets, puisque l'histoire des arts martiaux est aussi intéressante quand on étudie l'histoire des objets. Alors, on peut étudier à la fois l'agencement des dojos eux-mêmes, comment ils sont agencés, c'est-à-dire comment, quand on rentre dans le dojo, est-ce que le kamisa est en face, etc. Puis les différentes évolutions de ces agencements en fonction des photographies qu'on peut avoir, par exemple. Donc ça, pour toi, c'est une source d'histoire. Oui. Ça, l'iconographie est essentielle. Quand on étudie l'histoire des arts martiaux ou des sports de combat, si on parle, par exemple, ça va parler très bien aux gens, si on parle de l'histoire du football, et qu'on étudie l'évolution des stades de football depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, on va vraiment faire une histoire qui va se sourcer sur l'agencement des terrains et qui va dire quelque chose de la pratique des terrains, de l'utilisation des terrains et des stades par les gens qui viennent regarder, par les spectateurs, etc. Pour les arts martiaux, c'est la même chose. Donc, on peut utiliser l'histoire des objets. Les pratiquants de Kobudo savent que les tonfa, les nunchaku, etc. ont évolué au fil du temps. Et donc, l'histoire des objets peut nous renseigner beaucoup. Il y a d'autres sources. Donc, j'ai parlé de l'iconographie, donc les photographies, les images, les croquis, etc. Très souvent, les professeurs, d'ailleurs, faisaient réaliser ou réaliser eux-mêmes des croquis techniques pour justement illustrer leur style, des explications techniques. Et puis, il y a le fond du commerce de l'historien, c'est-à-dire
Deux choses. À la fois les documents administratifs écrits. Donc par exemple en France, les déclarations d'association loi 1901 nous renseignent beaucoup sur la date de création d'une association, donc que ce soit un club de karaté, de judo, etc. Et puis les documents qui sont issus des archives orales. Alors pour ce dernier type de source très spécifique dont je suis le spécialiste. Oui, une histoire très contemporaine. Exactement. C'est une façon de retranscrire l'histoire en réalité qui est assez récente, entre guillemets, puisque comme je l'ai dit, Hérodote, dans son enquête, il était en quête de sources, mais lui, il ne s'appuyait pas sur des documents écrits pour, par exemple, reconstituer l'histoire des guerres médiques. Et ben, en fait, ce qu'il a fait, c'est que... Les témoignages. Exactement, il a recueilli des témoignages, il a croisé les différents témoignages qu'il a pu recueillir, et il a constitué, grâce à ça, un corpus de données dont il était certain, plus ou moins, on pourrait critiquer d'ailleurs cette approche-là, et grâce à ce corpus de données, il a réussi à reconstituer l'histoire des guerres médiques. Le problème qu'on a avec l'histoire des arts martiaux, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont très souvent concurrents, et donc si on fait l'histoire par exemple du karaté, du judo ou de n'importe quelle discipline, ou d'un style de kung-fu par exemple, on va devoir rencontrer et faire l'interview de plusieurs acteurs pour croiser les témoignages et ainsi essayer d'arriver à tirer une vérité de ça. Alors la vérité est un gros mot en histoire, on n'y arrive jamais vraiment en termes de philosophie, mais en tous les cas, toute la méthode est faite pour qu'on ne fasse pas d'erreur de débutant, entre guillemets, c'est-à-dire d'erreur de, par exemple, ne pas critiquer le document, de croire sur parole que ce soit le témoin ou le document écrit. L'absence de recul, exactement. D'analyse critique. Donc en fait, cette source-là, donc on a l'iconographie, les photographies, les dessins, les croquis, on a les objets, on a aussi l'aménagement du territoire, donc l'emplacement des dojos, etc. Et puis on a les sources orales, et les sources orales constituent, ou en tous les cas ont constitué pendant très longtemps, une partie très importante de l'histoire des arts martiaux. En général, surtout pour les pays d'Asie, la tradition orale a une importance beaucoup plus grande que pour les cultures occidentales. Bien sûr. C'est le cas aussi en Afrique, par exemple, où quand on veut reconstituer l'histoire de certaines tribus, de certaines régions de l'Afrique, on va devoir aller voir le chaman ou le marabout, et lui est le dépositaire d'une tradition orale passée successivement de génération en génération, et donc la culture orale, qui a souvent été dédaigné par les historiens de certains courants, complètement méprisé, a en réalité une valeur très intéressante. Non pas en ce qui concerne forcément la véracité des événements relatés, mais ce que nous dit la culture orale qui a été déposée de génération en génération, comment elle s'est transmise, comment elle s'est modifiée au cours du temps, comment elle a muté, ça nous dit énormément de la culture qu'on veut connaître. Absolument. Pour l'histoire des arts martiaux, c'est la même chose. Donc moi, je suis spécialiste de l'histoire orale, et quand je fais mes recherches, je m'appuie sur l'ensemble des documents disponibles, que ce soit les photographies, que ce soit les objets, que ce soit les témoignages oraux que je recueille moi-même ou qui ont été recueillis par le passé, que ce soit les documents administratifs, etc. Et dans ces documents écrits, il y a encore plusieurs types, on peut subdiviser. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les égo-documents, les documents qui sont possédés et écrits par la personne pour elle-même. Donc en général, dans les archives privées des karatékas, des judokas, on retrouve des documents qu'ils ont écrits pour eux-mêmes quand ils préparaient leurs cours, par exemple, ce genre de choses. On retrouve aussi des photographies personnelles quand ils étaient au dojo, on retrouve tout un tas de choses. Et donc il y a plusieurs types de documents écrits. Il y a des documents écrits aussi qui sont issus de notes manuscrites sur des bouquins, par exemple, ça peut être intéressant. Donc il y a tout un tas de documents écrits qu'on peut ajouter aux sources orales pour créer un corpus. Et grâce à ce corpus, on va essayer de reconstituer l'histoire. Merci pour cette précision et notamment de t'arrêter sur l'importance des collections privées. Parce que c'est vrai que quand on pense enquête, donc histoire, étymologiquement, effectivement, on voit les archives nationales, départementales, et les collections privées ne viennent pas forcément tout de suite en tête. Et dans ce cadre-là, c'est très pertinent. Et ça amène une autre question, parce que là, tu nous expliques bien ce qu'est l'histoire des arts martiaux, mais de fait, si on arrive à peu près à saisir ce que va être un historien de la Grèce antique ou de l'Empire perse, tu évoquais les guerres médiques, ou un historien de la Révolution française, ça peut être plus flou de déterminer ce qu'est un historien des arts martiaux. Alors, en quoi consiste la tâche d'un historien des arts martiaux ? C'est complexe. Alors, d'ailleurs, il y a un type de source que je n'ai pas évoqué, c'est l'archéologie. Il y a des arts martiaux qui sont si anciens qu'on retrouve des traces archéologiques. En particulier, tu as évoqué la Grèce antique, donc effectivement, en Grèce antique, Pancrace, pugilat, orthéphale, etc. Donc là, les sources archéologiques sont très importantes et très intéressantes, vraiment très intéressantes. Les historiens sont spécialisés. Il faut le dire pour le grand public déjà, parce que c'est l'évidence pour nous, mais le grand public n'est pas forcément au courant. Un historien, c'est pas une base de données.
c'est pas quelqu'un qui va savoir mieux que Wikipédia l'ensemble des ou que Universalis l'ensemble de la succession d'événements, parce que les gens comme en général, et je le sais par expérience, donc il faut que je l'explique, ils ont appris l'histoire au collège et au lycée, une histoire très événementielle. Ils ont appris une succession d'événements, des informations, des dates. Exactement, pour créer une chronologie. L'historien, c'est pas une base de données. Dans sa tête, il n'y a pas une succession d'événements. Dans sa tête, il y a une méthode d'analyse. C'est complètement différent. Absolument, c'est fondamental ce que tu dis. Et donc, le travail de l'historien, c'est pas de devenir lui-même une base de données en recueillant un maximum d'informations. C'est de se spécialiser dans un domaine et d'avoir suffisamment d'esprit critique à propos de ce domaine particulier et de connaissances à propos de ce domaine particulier pour pouvoir bien réaliser son travail de reconstitution et de recherche de l'histoire. Donc ça, c'est la première chose, je pense, c'est fondamental. Absolument. C'est le rôle de l'historien. C'est pas d'emmagasiner des informations, même si effectivement on emmagasine des informations, ça fait partie du job, mais c'est surtout de pouvoir avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on découvre. Je donne un exemple pour illustrer ça et ensuite je continue. On a très longtemps cru, à cause de la très forte pression qu'avait l'histoire, la tradition orale plutôt, pas l'histoire, mais la tradition orale sur les karatékas, on a très longtemps cru à certains mythes comme étant des véracités historiques. On va pas rentrer dans les détails du Kyokushinkai, mais il y a un certain professeur... Je suis un grand fan de l'histoire du... En réalité, le fondateur du Kyokushinkai, Masuyama, voilà, a longtemps répandu à son propre sujet des légendes et des mythes, parmi lesquels il prétendait avoir tué des taureaux à main nue. Bon, passé cette folie, il faut expliquer que les gens y ont cru. Oui, absolument. Et maintenant, il faut se questionner, alors c'est là où on rentre dans l'analyse de l'historien, il faut se questionner sur le pourquoi. Est-ce que les gens sont stupides ? La réponse est non. Les gens ne sont pas stupides. Et les gens des générations précédentes, en général, avaient d'ailleurs même un regard critique plus important sur les événements historiques. Oui, c'est très probable. Que les gens de notre génération, à cause en particulier des réseaux sociaux. C'était des gens intelligents, éduqués, mais qui ont quand même cru qu'un homme avait tué des taureaux à main nue dans des combats à mort. Plusieurs taureaux. Oui, absolument. Donc ça rajoute à la folie de la chose. Et il faut se questionner sur le pourquoi. Et là, comprendre le poids de la tradition orale dans ces cultures. La puissance du dogme. Exactement. C'est comprendre que ces gens-là, en fait, ils ont été victimes, exactement comme les gens pendant la montée du fascisme et du nazisme, tout à fait. D'une forme de propagande. Oui. Et que la propagande, c'est efficace. Et donc, le métier du chercheur en histoire des arts martiaux, ça va être de séparer le dogme, la propagande, le mythe, le récit mystifié de ce qui s'est effectivement passé et de s'appuyer pour ça sur des sources valables. Et de critiquer les sources. Même si une source est fiable et valable, il faut toujours la critiquer. Par exemple, on peut avoir un compte-rendu de réunion d'association. Un compte-rendu écrit par le secrétaire de l'association sur l'Assemblée générale de l'année 1980. Et dans ce compte-rendu, le président et les gens présents, dont on a la liste, on a la date, on a l'heure, on a le lieu, on a tout un tas d'informations et les participants qu'on a pu rencontrer, qui sont encore en vie, nous ont dit oui, il y a des AG à tel endroit, c'est probablement ça, etc. Et dans ce compte-rendu c'est assez drôle d'ailleurs, dans ce compte-rendu, parce que c'est exactement ce que je trouve. Moi, je travaille sur des compte-rendus d'assemblées généraux pendant la Révolution, et donc je vois où tu vas en venir, et c'est fondamental. Alors, c'est écrit d'une manière très neutre. Le président propose telle décision, le secrétaire met au vote, etc. Le vote a été effectué. La vérité, c'est qu'ils se sont frappés pendant la réunion. Mais ça, c'est pas dit dans le compte-rendu. Là, il faut le dire parce que les gens... Donc, c'est là qu'intervient l'esprit critique de l'historien. C'est de savoir ce que les documents disent et ce que les documents ne disent pas. Oui. Moi, quand j'ai interviewé... C'était un document à propos du karaté, quand je faisais mes recherches sur le karaté. Quand j'ai interviewé un pratiquant de karaté, un professeur sur la Côte d'Azur, et en lui parlant d'un sujet qui n'avait rien à voir, je lui ai dit, mais si, je suis au courant parce qu'il y a eu telle réunion. Et il se souvenait de la réunion en question parce que les mecs en étaient venus aux mains. Ce que le PV ne précisait pas. Pas tout à fait, non. Avait omis de mettre cette information dans le procès verbal. Bon, pour revenir à l'histoire des arts martiaux, qui était le fondement de ta question, donc on a une boîte à outils avec plusieurs types de documents qu'on peut utiliser. On peut même créer des documents, puisque moi, quand je fais une interview, après, je la retranscris à l'écrit. Et donc, bien entendu. Ma source, c'est pas... je suis pas journaliste. Ma source, c'est pas Monsieur Untel. Ma source, après, c'est le document qui retranscrit l'interview que j'ai fait de Monsieur Untel. Histoire et en journalisme, la source, c'est pas le mot ne définit pas la même réalité. Tout à fait. En journalisme, on va dire ma source, c'est Monsieur Dupont. Moi, en histoire, je vais dire ma source, c'est l'interview que j'ai réalisée de Monsieur Dupont à tel endroit, à telle date. Sachant qu'il y a des évolutions modernes sur l'histoire des arts martiaux en particulier, parce que surtout avant le numérique, on rencontrait les gens une fois. On les interviewait
et c'était terminé. Oui. Maintenant, on est amené à être en contact régulièrement avec les gens et ça peut modifier notre façon d'analyser des choses ou de découvrir des choses. Par exemple, je fais l'interview de Monsieur Dupont. 2 semaines après, il me contacte par les réseaux sociaux, par Facebook ou quoi que ce soit, et il me dit, écoute, dans l'interview, je l'ai réécouté sur YouTube, parce que moi en plus je l'ai publié sur YouTube, il me dit, je l'ai réécouté sur YouTube à tel endroit, j'ai oublié de mentionner ça. Et du coup, il me donne oralement une information que moi je dois traiter d'une manière différente de l'interview que j'ai faite à l'origine. Donc c'est encore une méthodologie de savoir traiter les bribes d'informations qu'on peut récupérer à l'ère du numérique. Ouais, il y a une démarche évolutive de fait. Puis avec les méthodes pour avoir des bases de données, tu sais, ossérisées avec la reconnaissance de caractères. Oui. Moi j'ai numérisé des milliers d'articles de presse depuis que j'ai commencé mes recherches. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je vais rencontrer un témoin de l'histoire du judo, je scanne ses archives. Si le gars en a 200, ça va. Mais si tu as fait ça sur 30 ou 40 personnes, tu te retrouves avec des quantités de documents. Et quand tu cherches une information, tu peux pas, dans ton ordinateur, lire les milliers de documents. C'est pas possible. Donc, tu passes tout dans un logiciel de reconnaissance de caractères, tu crées des PDF, tu les mets dans un dossier, puis après, quand tu tapes un mot-clé, il te sort tous les documents qui ont ce mot-clé. Donc, si je recherche le nom d'un prof pour me renseigner sur son parcours, ou si je recherche le nom d'une technique pour savoir si elle est plus utilisée dans les années 70 ou dans les années 90, ce genre de méthode, ça peut m'aider. Méthode qui, mine de rien, il y a 15-20 ans, n'existait pas. Ça me fait gagner un temps fou à l'historien. Ah oui, non, mais c'est évident que la numérisation fait grandement avancer le travail. C'est un gain de temps et d'efficacité Alors, tu vois, considérable. on parlait de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai du mal à appeler ça intelligence artificielle, mais bon, admettons. Tu vois, la reconnaissance optique de caractères, ça fait partie, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, puisqu'il s'agit d'entraîner un algorithme à reconnaître des caractères et puis des mots, etc. Oui. Et en fait, ça, c'est incroyable. Moi, je l'utilise tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je scanne un article, un document, un truc, je le passe automatiquement dans la reconnaissance de caractères pour l'ajouter à ma base de données. Et ça me fait gagner après un temps fou, quoi. Bah, le temps est précieux. Et là, tu amènes la question de l'utilisation de l'outil ou de l'arme. Ça m'amène d'autres questions, mais que je garderai pour la fin, parce qu'on a beaucoup parlé d'esprit critique. Et c'est effectivement une donnée fondamentale. Là, tu as beaucoup traité de la manière dont tu analyses. Et en fait, les méthodes de travail d'un historien. Donc, effectivement, l'historien va analyser, mais après, il faut retranscrire et mettre à disposition du public. Généralement, les historiens, et notamment les universitaires, vont publier des articles, des ouvrages. On a aussi beaucoup de livres grand public. Toi, ton outil, a priori, c'est la vidéo. Ouais. Et notamment, ta chaîne YouTube, Histoire des arts martiaux. Tu interviens aussi pour Budo Édition. Donc, tu as vraiment cet outil de diffusion à partir du numérique, du web, d'Internet, en fait. Ouais. Alors, pourquoi ce choix et qu'est-ce qui t'a amené à faire tes premiers pas sur YouTube ? L'histoire, c'est un truc qui doit être démocratique. C'est un truc qui doit s'adresser au grand public. J'arrive pas à comprendre des gens qui partent du principe que leurs travaux doivent être lus par 2 personnes. Parce que c'est ça qui se passe dans les revues scientifiques. Oui. C'est-à-dire que le citoyen moyen, il doit avoir accès aux recherches les plus récentes, les plus abouties dans certains domaines, dont l'histoire des arts martiaux. Je ne vois pas pourquoi les recherches les plus abouties, les plus scientifiquement avancées, devraient s'adresser à des journaux très spécialisés, que très peu de personnes ne lisent, à part les historiens eux-mêmes, et en plus les historiens de ce champ-là. Oui, donc c'est ça, j'ai encore en fait, il faut limiter au champ d'investigation. Parce qu'il faut expliquer pour le grand public, des journaux scientifiques à propos de l'histoire ou de la sociologie ou de l'ethnologie, il y en a des centaines. Oui, absolument. Il y a des journaux à comité de lecture en anglais, en français. Les historiens spécialisés des arts martiaux et des sports de combat, il n'y en a pas des masses. Donc, non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais si en plus ils publient tous dans des revues que le grand public ne lit pas, à quoi ça sert de travailler ? Lu par personne, c'est pour la gloire ou pour l'argent, parce que si on publie et qu'on est rémunéré pour les publications, ok, ça peut être un métier, ça peut être un moyen de vivre, mais moi je pars du principe que l'histoire c'est pour les gens. Oui, il ne faut pas la laisser dans un espèce de cénacle académique qui est un peu refermé sur lui-même. En fait, c'est la barrière que j'essaye de briser avec Histoire des arts martiaux, avec ma chaîne YouTube. J'ai remarqué qu'il y a une barrière, presque un mur infranchissable entre la connaissance académique et la connaissance qu'a le grand public. Oui, c'est très frappant. Alors,
Ça me semble être le premier problème de la vulgarisation de l'histoire des arts martiaux. C'est de faire tomber cette barrière et d'expliquer. Les gens ne sont pas stupides. Ils peuvent comprendre les concepts maniés par les historiens, par les sociologues. On leur explique, ils comprennent. C'est pour ça qu'on fait des cours. Donc il faut faire tomber cette barrière. Il faut rendre accessible au grand public la connaissance la plus aboutie. Et la dernière chose, c'est que l'histoire, en fait, c'est une matière qui est vivante et qui influence les gens dans leurs recherches, dans leur entraînement, si on parle de l'histoire du sport. Donc c'est bien d'avoir, pour les gens, même des jeunes générations, d'avoir une connaissance de l'histoire pour éviter certaines choses. En fait, c'est bien, même pour l'histoire de la technique et de l'entraînement, de la condition physique, de la nutrition par exemple, c'est bien de savoir ce qui a été fait dans le passé, ce qui a été critiqué, et ce qui est à la pointe de ce que l'on peut faire maintenant. D'ailleurs, on le voit avec les athlètes. Les athlètes qui cherchent à avoir quelque chose de bien, dans leur formation physique et technique, ils vont s'orienter vers les méthodes les plus abouties et celles qui sont prouvées scientifiquement. Tu le vois d'ailleurs dans les CREPS, dans les organismes de formation en métier d'éducateur sportif. Exactement, à l'INSEP, ces choses-là. Et donc en fait, ça doit être la même chose pour l'histoire. Je pense que l'histoire, on doit pouvoir faire en sorte que le grand public il ait une connaissance de l'histoire la plus aboutie et pas seulement des mythes et légendes qu'on rabâche sur les arts martiaux depuis 80 ans. Ceci étant dit, en histoire des arts martiaux, on aime bien propager les mythes parce qu'ils racontent une histoire, un peu comme les fables de La Fontaine, si tu veux. Oui, tout à fait. La vertu morale. Exactement. Donc on aime bien, en tous les cas, les professeurs qui ont diffusé les arts martiaux en Occident, ils aimaient bien rappeler ces mythes et ces légendes parce que ça permettait de diffuser des valeurs morales dans l'enseignement. Le problème, c'est que ce sont des mythes et des légendes et qu'il faut les voir comme tels. C'est pas des événements historiques. Là, j'ai écrit justement dernièrement un chapitre sur l'histoire du judo et des dojo yaburi. Je ne connais pas du tout. Dojo yaburi, c'est, alors je prononce très mal parce que je prononce yaburi, ça devrait être yaburi. C'est quand un pratiquant va défier un dojo d'une école concurrente. D'accord. Donc on en a des exemples, par exemple dans le cinéma. Bruce Lee, quand il arrive dans le dojo des Japonais, il défonce tout le monde. Bon. Et on a aussi des exemples dans la littérature traditionnelle japonaise avec Miyamoto Musashi qui démonte à lui tout seul toute l'école Yoshioka. Voilà, ils sont 30 autour de lui. Selon les versions 60, bon bref. Mais il avait 2 sabres. Voilà, en bois. Donc voilà, ça tient au mythe. Et c'est souvent transmis par tradition orale de génération en génération, en particulier à cause d'une chose, c'est que les générations précédentes, surtout les générations qui étaient actives dans les années début du XXe siècle, milieu du XXe siècle, ils comprennent pas trop la différence entre le mythe historique et l'histoire. Nous, en France, on avait le roman national. Okay, on avait la chanson de Roland, on avait tout un tas de choses qui permettaient à la fois de raconter l'histoire et de nourrir le sentiment nationaliste. Donc ça avait un double objectif. Premièrement, instruire les gens, leur faire comprendre l'histoire du pays. Deuxièmement, nourrir leur sentiment nationaliste. Voilà, exactement. Et au Japon, c'était pareil. Au Japon, surtout après la révolution Meiji et puis au moment de l'impérialisme, ils ont nourri ce sentiment patriotique, nationaliste, puis ultranationaliste. Oui, complètement. Et ils l'ont nourri à coup de mythes et de légendes. Et ces mythes et ces légendes, elles sont passées dans les arts martiaux. Et en fait, c'est là qu'on voit que l'histoire des arts martiaux n'est pas indépendante du contexte de son écriture, de sa création. Très souvent, on retrouve encore aujourd'hui des mythes et des légendes à propos de l'histoire du Japon, de la Chine, à propos de l'histoire des arts martiaux, qui ont été en fait mis sur le papier dans les années 1880-1900. Oui, quelque part, le travail de Nitobe a reposé un peu là-dessus. Parce qu'au final, son Bushido Soul of Japan, c'est une fiction. Plus ou moins. Alors, on peut en parler. Donc, pour les auditeurs, Inazo Nitobe, c'est un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Le Bushido. Universitaire, pas historien mais universitaire. Voilà, qu'il a écrit en anglais, je crois bien, dans sa version originelle. Et c'est en fait quelqu'un qui cherchait à diffuser cette culture du Bushido de par le monde, c'est pour ça qu'il l'a écrit en anglais. Donc déjà, il a un objectif qui est un objectif non pas de recherche universitaire, mais plutôt de diffusion d'une idéologie. Déjà, ça en dit beaucoup sur la chose. Et cet ouvrage est très critiqué parce qu'en fait, on a dit dernièrement que ça n'a rien à voir avec ce qu'on entendait dans le Japon médiéval par Bushido. Il y a plusieurs choses à ce propos. Alors, je suis d'accord avec les critiques, mais il transmet quand même l'idée d'un esprit chevaleresque. Oui, tout à fait. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que quand tu connais un petit peu l'histoire du Japon,
c'est difficilement contestable. Voilà. Mais c'est vrai qu'il appuie sur des, comment dire, Côté romanesque. voilà, des valeurs morales que seraient censés avoir les samouraïs. Bon, c'était des guerriers, hein, c'est comme nos soldats, hein, les valeurs morales de nos soldats ou les valeurs morales des samouraïs au 18e, au 19e siècle. Bien entendu. Bon, Il faut dire qu'il le faisait aussi dans cette idée de montrer aux Occidentaux, notamment aux Européens, regardez, nous aussi, nous avons eu une chevalerie. Exactement. Nous aussi, nous sommes une nation civilisée. Sous-entendu, nous avons la puissance pour établir un empire colonial, C'est ça. participer au concert des nations. C'est la concurrence des mémoires. C'est exactement. C'est-à-dire, votre histoire est très intéressante. Regardez, on a aussi, nous, une histoire riche de valeurs morales et on ne vous a pas attendu. C'est d'ailleurs un truc qui s'est déjà passé en Chine au moment où les jésuites sont arrivés pour christianiser la Chine, dont le père Amyot. S'il y a des gens qui lisent Confucius, ils sauront de qui je parle. Oui. Le père Amyot a été l'un des premiers à traduire les écrits chinois. les grands livres. Alors, je ne sais plus si c'est les 4 classiques et les 5 livres ou les 5 livres et les 4 classiques. Bon, bref, il y a les entretiens de Confucius, la grande étude, etc. Plutôt que de, c'est ça qui a eu de rire, plutôt que de vraiment réussir à transposer la culture christianisée en Chine, en fait, ces traductions ont permis de transférer, de diffuser la culture confucéenne en Occident, en latin. Donc bon, donc tout ça pour dire que l'histoire n'est pas indépendante de son contexte de production. Bien entendu. Et quand on lit un ouvrage à vertu historique ou un article, il faut toujours se demander pourquoi a été écrit cet article ou cet ouvrage, par qui. Est-ce que cet auteur est qualifié pour parler de son sujet? Est-ce qu'il a fait des recherches sérieuses ou est-ce qu'il s'est appuyé sur des on-dit? Bien entendu. Donc il y a toute une démarche critique à avoir par rapport aux documents historiques. Bien entendu. Alors, je pense que le fil rouge de notre entretien, c'est justement cette question de l'esprit critique. Et plus tu développes ton fil et plus tu nourris une question que vraiment je garde pour la fin, mais ça amène effectivement un certain nombre de questions par rapport à la position de l'élève face au professeur face au contenu qu'il a lui-même reçu, et à la façon dont toi, dans ton travail d'historien des arts martiaux, tu peux effectivement recontextualiser les éléments. Alors, tu as quand même, au-delà de YouTube, tu as quand même produit un ouvrage dans lequel tu as traité du karaté azuréen. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et ça m'amènera à une autre question d'ailleurs. Mais quelle a été en fait cette première recherche et comment est-ce qu'on pourrait définir, si tant est que ce soit possible, le karaté azuréen? Quand on est en master en histoire, on a 2 choix qui s'offrent à nous. On a un master de spécialité enseignement et un master de spécialité recherche. En tous les cas, c'est le cas ici sur l'Université Côte d'Azur. Donc, je suis allé en master recherche. Et en master recherche, en fait, l'objectif du master est de former les gens au métier d'historien. Donc, les professeurs disent, voilà, vous allez choisir un sujet pour lequel vous allez faire des recherches. Et les professeurs qui sont HDR, donc habilités à diriger les recherches, guident les jeunes étudiants pour leur expliquer la méthodologie qu'ils doivent mettre en place. En général, les étudiants, comme ils ont déjà passé la licence, ils connaissent très bien les méthodologies, les différentes écoles historiques, etc. Mais ils ont toujours besoin d'être guidés, évidemment, puisque c'est leur première recherche, c'est normal. Bien entendu. Donc moi, j'avais choisi l'histoire du karaté en France. J'avais commencé mes recherches en juin-juillet 2018. À cette époque-là, n'existait aucun livre sur l'histoire du karaté en France. Il se trouve qu'en décembre 2018, donc juste après le début de mes recherches, Guy Sauvin a sorti son excellent livre. Tu vois, comme quoi, des fois, il y a des gens qui ne sont pas historiens. Il n'est pas historien, mais il a sorti un livre qui est excellent sur l'histoire des karatés en France et il s'est focalisé sur les premières années de 1951 à 1976, je crois. D'accord, donc en fait, le rôle d'Henri Play, la Exactement. diffusion... Jusqu'au moment où la Fédération française de karaté est créée, 75-76. Oui, voilà. Quand elle se détache de la Fédération de judo. C'est ça. Donc, il a fait un excellent livre et moi, voyant ça en décembre 2018, je me suis dit, merde, j'ai fait 6 mois de recherche. Je connais bien maintenant, je commence à bien connaître en tous les cas l'histoire du karaté en France, en Europe, etc. J'avais déjà énormément d'éléments sur l'histoire du karaté au Japon, parce que j'avais déjà fait une base de données. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur une autre recherche? Au début, j'avais hésité entre l'histoire du karaté et l'histoire de la boxe. Et finalement, j'ai discuté avec mon directeur de recherche, comme quoi il faut être dirigé dans ces recherches, il faut avoir quelqu'un d'expérimenté. Et il m'a dit, écoute, sur le sport à l'échelle régionale, il y a pas mal de choses à faire. Et tu devrais t'y intéresser parce que tu peux peut-être faire quelque chose sur le sport au niveau du département ou de la région. J'ai réfléchi un peu et j'ai dit, OK, on va essayer.
Alors, je suis parti pour faire l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur. Déjà, Oui. la Côte d'Azur, c'est pas un truc administratif c'est un peu flou, parce que c'est une notion qui est littéraire plus que administrative. Oui. Nous, on vit en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais la Côte d'Azur, c'est un ensemble de termes qui a été formé à l'origine par Steven Liégeard, qui était un auteur qui parcourait les espaces et qui en faisait des portraits, je ne sais pas comment te dire Des ça. images d'Épinal. C'est un peu ça. Et en fait, il donne ce terme de Côte d'Azur parce qu'il voit cette couleur de la mer, du ciel. de l'eau. Et donc, c'est une définition qui est littéraire plus qu'autre chose. Donc déjà, D'accord. il faut définir sur quelle géographie, quelle superficie on va faire la recherche. D'accord. Moi, j'ai dit, OK, la Côte d'Azur, en gros, c'est de Menton à Toulon. Oui. Donc, c'est Donc exact. jusqu'au Var. C'est ça. Donc, j'ai dit, on va prendre les Alpes-Maritimes et le Var. Comme ça, on a deux délimitations administratives. On va voir qu'est-ce qu'on a comme source sur le karaté dans ces zones administratives, et puis on va lancer des recherches. Et voilà. Donc, comme j'avais déjà un petit peu de connaissances sur l'histoire du karaté, je savais qui contacter. Puis après, c'est facile. Quand on commence à avoir l'habitude de faire des recherches, on sait par quels moyens on va trouver les différentes sources. Est-ce qu'on va aller aux archives? Est-ce qu'on va... Voilà, on sait déjà tout ça. Donc en général, pour les historiens, on va dire... depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout les archives départementales et municipales qui les intéressent. Comme le karaté est arrivé en France dans les années 50, bon, évidemment, les archives départementales, les archives municipales et l'histoire orale. Et donc, j'ai contacté les professeurs les plus anciens, ceux qui avaient vécu une bonne partie de l'histoire du karaté, et je les ai interviewés. Et donc, j'ai croisé, grâce à ça, les documents écrits que j'avais trouvés aux archives, plus ceux qui conservaient eux-mêmes, et les témoignages que j'avais pu recueillir. Et est-ce que du coup, tu as constaté des contradictions Oui. dans les témoignages sur l'évolution du karaté Oui. dans la Alors, région? d'ailleurs, même si c'est un sujet... Bon, il faut savoir que les professeurs de karaté, comme les professeurs de n'importe quelle discipline, sont parfois concurrents dans les mêmes villes. Parce que, mine de rien, c'est des C'est un associations marché. loi 1901, mais ça constitue effectivement un marché. Et donc, d'ailleurs, chez les premiers profs de judo, il y avait une règle tacite de ne pas s'installer dans la même ville que son propre professeur. Donc, quand on finissait par avoir la ceinture marron ou un grade qui permettait d'enseigner, au début, même les ceintures vertes ouvraient des clubs tellement il n'y avait personne, on allait toujours s'installer dans une ville voisine ou quand même suffisamment éloignée. Mais pas en concurrence Voilà, avec le sensei. pour ne pas lui prendre son vivier de pratiquants potentiels. Pour le karaté, comme ça s'est arrivé plus tard, et puis que les gens, ce truc est tombé en désuétude, les gens sont souvent installés dans les mêmes villes que leurs professeurs ou que de professeurs concurrents qui étaient déjà installés. Donc, ça crée un système à la fois d'interdépendance, parce qu'ils sont tous membres d'une même fédération, de mêmes organismes, etc., mais aussi de concurrence. Donc, on a parfois des témoignages qui se contredisent. Des gens qui sont acteurs de certains événements, qui vont raconter les événements sous un jour qui les met en avant. Alors, ils mentent pas forcément, de manière ostentatoire, quoique ça m'est arrivé, mais la plupart du temps, ils vont embellir un peu. Ou ne pas expliquer des choses qu'il devrait expliquer, ou faire des petits mensonges par omission. Par exemple, un tel me dit qu'il est champion du monde, il oublie de me dire qu'il a été champion du monde d'une fédération minuscule dans laquelle il y a 200 pratiquants. Ça n'a pas la même valeur qu'un champion du monde qui est champion du monde dans une fédération qui compte 200 000 pratiquants. Oui, évidemment. Bon. Évidemment. Effectivement, il y a toutes ces petites choses-là, c'est pour ça qu'il faut garder l'esprit critique. Mais quand on fait des interviews, quand on va s'entretenir avec les professeurs de karaté, la première chose à faire, c'est d'être bien préparé. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'interview d'une personne qu'on ne connaît pas. Ça, c'est pas possible. Oui. Déjà, par respect pour la personne, elle va nous accorder du temps gratuitement pour nous raconter sa vie, etc. Et il y a des gens qui refusent. Hein. Quand on a une liste de personnes à interviewer, qu'on a constituée, des fois, il y a des gens sur cette liste qui disent « Non, moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans votre livre ou dans votre recherche. » Et donc, on ne les interviewe pas. Donc, ceux qui acceptent de nous donner du temps, il faut les respecter. Et donc, pour les respecter, il faut arriver bien préparé, en sachant qui ils sont, quand ils ont enseigné, où ils ont enseigné, quel est à peu près leur palmarès. Tu peux pas arriver en improvisant quelque chose Impossible. Et en te disant que tu vas découvrir au fur et à mesure de l'entrevue. Et puis surtout, ça ne me permettrait pas de rebondir sur des sujets qui nécessitent... Et le questionnaire d'ailleurs que je fais n'est pas le même questionnaire pour tous les professeurs, je l'adapte. Parce que j'ai un questionnaire type, entre guillemets, mais je l'adapte toujours à la personne que je vais rencontrer. Par exemple, je sais pas moi, si c'est quelqu'un qui a beaucoup enseigné dans le handisport, je vais avoir des questions sur le handisport. Si c'est quelqu'un qui a été champion, je vais avoir des questions sur l'évolution de la compétition depuis ces années où il a été champion jusqu'à nos jours, etc., etc. Donc il faut arriver bien préparé, et c'est vraiment le fondement du métier d'historien, amat victoria curam. La victoire aime la préparation. Je le répéterai jamais assez. C'est la même chose pas d'improvisation. Voilà, c'est la même chose pour n'importe quel métier.
Alors, n'importe quel métier intellectuel, il faut avoir une bonne connaissance de la chose dont on parle pour en parler correctement. Et oui, il faut connaître la matière. J'ai constitué un corpus de documents avec l'ensemble des documents que j'avais trouvés aux archives. Oui. Donc, en général, aux archives départementales, on trouve surtout un type de document très particulier puisque les archives départementales gardent une copie des demandes de subvention. Voilà. Intéressant. Donc, quand tu demandes une subvention avec une association loi 1901, en général, il y a une copie qui est toujours envoyée aux archives départementales. Et dans l'association, le professeur en question, il ne dit pas « Bonjour, j'ai besoin de 5000 balles ». Il va dire « Bonjour, j'ai tant d'élèves, je fais rayonner le sport sur telle région, telle ville, tel département, etc. J'ai organisé telles et telles activités qui ont permis de porter les couleurs de la France, du sport, etc. » Donc, il va passer la pommade, ce qui va nous, 30 ans plus tard, nous donner des indications sur ce qu'il a fait. Bien entendu. Et donc, grâce à ça, on peut reconstituer l'histoire d'un certain type d'activités qui sont en général mises en avant par le club, par l'association. Et donc, en croisant les documents, les témoignages, les photographies, etc., plus ça, on arrive à vraiment à reconstituer l'histoire. Il y a certains clubs pour lesquels j'aurais pu faire une histoire pratiquement semaine après semaine, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, Oui. ouais. Et donc, tu aurais presque pu faire un ouvrage par club? Ah oui, oui, ça, sans aucun doute. Là, C'est incroyable. l'ouvrage que j'ai publié, il fait 380 pages. Oui, très bel ouvrage. Non, mais c'est vrai, il est très très bien documenté. Et j'avais de quoi, si j'avais pu, mais bon, ça n'a aucun intérêt après de faire des milliers de pages, mais j'avais de quoi écrire 10 000 ou 15 000 pages. Ah oui, d'accord. Rien que les interviews complètes, retranscrites, c'était déjà 500 et quelques pages. Ah oui, c'est considérable comme masse C'est pour d'informations. ça que les gens ne se rendent pas compte, mais dans le livre, en fait, j'ai mis des bribes des interviews. D'ailleurs, c'est là où la technologie peut nous aider. Je pense que dans le prochain ouvrage, celui sur le judo sur la Côte d'Azur, plutôt que de retranscrire des petites parties des interviews des gens, je mettrai des QR codes. Et je dirais aux gens, voilà, vous voulez la vidéo de l'interview, pendant que vous lisez le bouquin, il y a des QR codes, vous voulez voir la vidéo, vous flashez. Ça, c'est très intéressant parce que C'est un truc que j'ai piqué à Stéphane Fauchard. c'est très élégant de pouvoir rendre à César, en l'occurrence à Stéphane Fauchard, ce qui lui appartient. C'est un auteur de chez Budo Édition qui fait Oui. des ouvrages techniques. Oui. Et son fils est informaticien. D'après ce que j'ai compris, hein. Je pense que c'est le cas. Et donc, lui, dans ses ouvrages techniques, il met à la fois les photos des mouvements de karaté, etc., les explications, et il dit au lecteur, voilà, si vous voulez voir ça en vidéo, vous flashez le truc, et donc il insère des QR codes et c'est une idée de génie en réalité. Ah bah oui, absolument. Parce qu'en fait, ça ramène la question de l'utilisation d'un outil. Exactement. À partir du moment où on s'en sert pour faire avancer un propos et on ne devient pas soi-même l'esclave de l'outil, l'intelligence artificielle par exemple, en soi c'est ni bon ni mauvais. Ce qui Il faut importe, l'utiliser à c'est- bon escient. Exactement. Et là, c'est vraiment ce que tu décris. Et dans ton ouvrage sur le karaté azuréen, on voit la méthode qui est la tienne en fait. L'ouvrage est très bien construit. Je pense que en tout cas, si les personnes que tu as interviewées l'ont lu, elles ne peuvent que se sentir au moins respectées, parce que ta démarche a été intègre et tu as vraiment fait un travail d'historien. Et ça m'amène à ta recherche actuelle, puisque tu l'as glissé toi-même, tu as parlé d'un autre ouvrage qui serait sur le judo, donc j'imagine que ce sera la publication de ta thèse. La première question d'abord, c'est pourquoi être passé du karaté au judo? Et la seconde, est-ce que les acquis de ta recherche sur le karaté te servent actuellement pour ta thèse? Alors, double oui. D'abord, pourquoi être passé du karaté au judo? Bon, j'ai décidé après mon master de continuer en doctorat. Pareil, il fallait un sujet et puis moi j'aime bien les arts martiaux, donc c'était obligatoirement un art martial. Alors j'avais hésité quand même à changer, à me passer un peu sur la capoeira ou sur d'autres choses, mais il se trouve que la plupart des karatékas que j'avais interviewés, en tout cas la plupart des anciens, avaient commencé à une époque où le karaté en était assez balbutiement et était très peu connu en France. Donc beaucoup avaient commencé la pratique des arts martiaux et sports de combat par le judo. Donc quand ils m'ont raconté leur parcours, quand ils m'ont sorti leurs archives, ils m'ont sorti des documents sur le karaté et sur le judo. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, puisque la fédération a été créée en 1975, avaient des passeports sportifs Fédération française de judo, puisqu'ils avaient commencé sous l'égide du judo. Le karaté était dans le judo. Donc j'avais déjà pas mal d'informations sur le judo en réalité. Et puis, par exemple, je pense en particulier à Robert Boucher, qui était un professeur à Golfe-Juan. Et ça a été le pionnier du karaté sur la Côte d'Azur. Il avait ouvert son dojo, alors officiellement en 57, mais je crois qu'il enseignait déjà en 56. Et c'était un élève de Henri Play. D'accord. Et donc lui était à la fois karatéka et judoka, et il enseignait à l'EJK judo-karaté. Donc il avait, dans son interview, c'était très intéressant parce qu'il avait à la fois
on voyait la pensée du judo et les techniques du karaté. Il avait les valeurs morales du judo, il avait une pensée très intéressante sur les clés articulaires, sur les prises, sur les projections, sur les déséquilibres, et à la fois les percussions du karaté. Et il y avait comme ça quelques professeurs qui ont donc nourri un peu ma connaissance du judo. Quand il a fallu faire une seconde recherche en doctorat, j'ai dit mais quand même le judo, ça a l'air intéressant. Et on a une particularité sur la Côte d'Azur, c'est qu'on a le Fort Carré d'Antibes. Oui. Et au Fort Carré d'Antibes, pendant longtemps, a été enseigné le judo et le jiu-jitsu. Donc, pour former les futurs moniteurs de sport de combat de l'armée, qui étaient ensuite envoyés dans les différents centres de formation pour former au sport de combat les recrues, etc. Donc, d'ailleurs, ils ont été envoyés par le monde entier, parce qu'il y a des gens qui ont atterri jusqu'en Indochine à un moment pour former les troupes pendant la guerre d'Indochine. Donc, le judo a une histoire sur la Côte d'Azur qui est quand même assez riche, avec les porte-avions américains qui étaient stationnés dans la baie de Villefranche, dans la baie de Cannes, etc. Les Américains, la guerre de Corée. Exactement. Donc les Américains avaient aussi une passion pour les arts martiaux, les sports de combat, c'est connu. Et donc s'intéressaient aussi au judo. Et il y a eu des démonstrations qui ont été faites sur les porte-avions, en particulier à Toulon, par exemple. Donc il y a une histoire du judo sur la Côte d'Azur qui est très intéressante, qui est assez riche et qui méritait d'être découverte. Et il fallait quand même interviewer les gens avant que ce ne soit plus possible. C'est aussi ça qu'il faut dire à propos de l'histoire orale. Oui. C'est que moi, pour le karaté, j'ai commencé par aller aux archives et ensuite j'ai fait les interviews. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait un peu les deux en même temps, un peu d'archives, un peu d'interviews jusqu'à la fin de mes recherches. Pour le judo, j'ai voulu faire pareil, j'ai voulu commencer par les archives et puis dès le début, j'ai trouvé les listes des anciens judokas de la Côte d'Azur avec les dates de naissance. J'ai dit, oh mon Dieu, il faut vite les interviewer. Parce qu'il y en avait qui étaient dans les années, ils arrivaient dans leurs 90 ans et quelques. Ah oui. Et il m'est arrivé de louper des gens pendant ma recherche sur le karaté. C'est-à-dire d'avoir contacté des gens et à 2 semaines près de ne pas pouvoir les interviewer parce que le gars est décédé, quoi. Oui. Donc, je me suis dit, bon, pour le judo, là, il faut interviewer tout le monde vite. Et j'ai eu de la chance, d'ailleurs, parce que l'ancien président de la Ligue Côte d'Azur de judo, donc maintenant, c'est une Ligue PACA, parce que, tu sais, il y a les grandes régions. Oui. Avant, c'était une Ligue Côte d'Azur. Et l'ancien président, Michel Salzman, est décédé pas longtemps après que je l'ai interviewé. D'accord. Donc, je l'ai eu à pas longtemps après. Ouais. Donc, tu vois, il fallait faire les interviews vite. Absolument. Et puis, en plus, le judo est en France depuis plus longtemps que le karaté. Donc, les pionniers sont, par définition, plus âgés. Donc, tu vois, ça nécessite aussi d'avoir un planning de la recherche qui prend en compte ces réalités-là. On ne peut pas juste... L'historien, ce n'est pas une machine. Il ne va pas prendre sa méthode et la balancer sur une autre recherche. Il va adapter sa méthode à la recherche. C'est assez empirique, en fait, ce que tu décris. C'est que tu pars de l'expérience. En fait, il faut être... il ne faut pas avoir de préjugés sur la recherche. Il faut être... c'est un peu comme Be Water, My Friend, tu vois. Oui, bien entendu. Il faut quand même avoir une certaine souplesse dans la recherche qui permet d'adapter au moins le planning ou la méthode au sujet. De toute façon, on adapte toujours la méthode. Il n'y a pas deux recherches qui se ressemblent en histoire, en réalité. Globalement, pour le grand public, on va expliquer. Voilà, il faut rechercher les sources, il faut les critiquer, il faut les croiser. Mais toutes les recherches sont uniques. Donc cette recherche sur le judo sur la Côte d'Azur, c'est une recherche qui me semblait évidente parce que ça avait l'air riche, salé, et parce que c'est un sujet qui me passionne. Et le futur ouvrage sera effectivement la publication de ma thèse. Alors, j'hésite à faire comme pour le karaté. Le karaté, j'ai mon mémoire de recherche, et j'ai une version pour le grand public allégée, sans tout le charabia universitaire, théorique, etc., que j'ai publié chez Budo Édition. Pour ma thèse, je ferai probablement, je ne suis pas encore sûr, la même chose, c'est-à-dire à la fois mon doctorat avec ma thèse universitaire, etc., et à la fois une version allégée pour le grand public. De toute façon, quand on fait des publications de thèse, on sait qu'il y a un travail d'allègement important à faire. Moi, je suis en phase de rédaction actuellement et mon directeur de recherche m'a bien amené sur cette idée qu'il faudrait que je coupe encore, en fait. Et l'esprit de synthèse reste quand même important. Mais c'est très frustrant. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que moi, j'y pense tous les jours. C'est un crève-cœur. Les gens... c'est comme un artiste qui a fait une statue magnifique. Oui. Et à qui on dit, écoute, elle passe pas le portique de ma maison et il faut raboter un peu. Et le gars va commencer à pleurer, quoi. Absolument. Mais c'est là qu'il est intéressant aussi d'écrire des articles. Alors, pas forcément dans des revues académiques, mais sur son site, sur des éléments qui sont liés à sa propre recherche. Ça permet d'amoindrir un peu cette frustration. Je rebondirai sur un point, c'est que dans tout ce que tu décris, tu parles en fait d'une histoire locale. Et cette histoire locale,
est très riche. Parce que quand on entend parler de l'histoire des arts martiaux, et notamment en France, alors souvent on entend histoire du karaté et pas forcément histoire des arts martiaux. On pense en replay, évidemment. On pense le dojo de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris. Et c'est vrai que si on n'a pas un peu mis le nez dans ce que tu nous proposes, on a l'impression qu'en dehors de Paris, il n'a rien existé. Ou que Paris est venu se glisser en province, comme on dit, façon ancien régime. Alors, c'est vrai que le grand public a longtemps eu cette vision-là à propos des arts martiaux, mais à propos de beaucoup de domaines, hein, même l'histoire de l'art, même beaucoup de choses. Il y a un égocentrisme parisiano-parisien qui est très... Alors, en France, en plus, avec la centralisation, c'est vraiment très développé. Et donc, c'est un truc qui est global. Ça touche pas que les arts martiaux, mais effectivement, ça touche aussi les arts martiaux. Et pour le karaté, pour le judo, même pour les sports de combat ou pour le sport en général, on a vraiment cette vision d'une concentration des pouvoirs et des événements à Paris. Alors, dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais il faut quand même rendre à César. Il y a des professeurs très importants qui sont actifs dans les provinces, qui font un travail formidable, qui sont de vrais éducateurs, qui participent à la formation des futures générations, à la formation de la République, de la citoyenneté. Tout à fait. Et ce sont des gens qui méritent d'être mis en avant. Alors moi, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres moi, tu vois, qui aillent dans chaque région faire des recherches sur le karaté, sur le judo, sur... Bon, apparemment, je suis tout seul à prêcher au milieu du désert, mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Et si on avait une cohorte peut-être de quelques historiens qui faisaient ça sur le judo, sur le karaté, en Bretagne, dans le Nord, en Aquitaine, on aurait une vraie richesse de l'histoire des arts martiaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et du coup, quand il s'agit d'écrire l'histoire des arts martiaux, l'histoire du karaté, l'histoire du judo, malheureusement, c'est souvent ce qui transparaît, c'est une histoire très parisienne. Le livre de Guy Sauvin, par exemple, est super pour plusieurs raisons. C'est qu'il ne nie pas les apports des provinces. Il parle beaucoup, à certains endroits, de l'histoire du karaté à Marseille, en Bretagne, en Alsace, etc. Et donc, il met aussi en avant, au moins partiellement dans certains chapitres, les professeurs qui ont été actifs dans ces régions-là. Et moi, c'est un truc qui me tient à cœur parce qu'on ne peut pas le laisser dans l'oubli. C'est ce que je voulais faire avec mon bouquin. C'est-à-dire, j'ai été très influencé par ma façon de voir l'histoire par un de mes professeurs de la fac qui parlait des hommes de l'ombre de la Première Guerre mondiale. Tu sais de qui je parle. Et donc, lui expliquait qu'il les appelait les obscurs. Il expliquait qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui avaient participé à la Première Guerre mondiale, dont on ne savait rien. Et en fait, on a des bribes d'informations à propos de leur vie parce qu'on a retrouvé les lettres des poilus, etc. Bien entendu. Et donc, il les appelle les obscurs parce qu'ils ont participé au fait que cette nation reste une nation et personne ne sait rien d'eux. Et donc, il faut les mettre en avant, il faut étudier les documents qu'on retrouve à propos d'eux, il faut comprendre leur parcours, comprendre leur vécu. Et bon, sans comparer aux héros de la Première Guerre mondiale, les professeurs de karaté, mais les professeurs de karaté ont aussi une action positive dans le développement de la nation. Tout à fait. Et donc, ils ont une action positive, d'ailleurs, même dans les quartiers, dans l'éducation des jeunes gens. Donc, c'est vrai que moi, de les laisser dans l'ombre, ça me posait un problème aussi, tu vois, en termes de morale d'histoire. Bon, c'est un gros mot pour les historiens, la morale en histoire. Oui, mais tu le disais toi-même, en fait, l'histoire, c'est pas une matière froide. Oui, c'est une matière vivante. Chaude, c'est vivant et que nécessairement, même si nous gardons une distance critique et du recul, se crée un attachement avec l'objet d'étude. Et d'autant plus quand tu étudies ce qu'on appelle une science humaine. C'est ça. Voilà, on ne travaille pas sur des statuts pour des statuts. Exactement. Et ça, c'est un des trucs que je voulais faire passer au grand public. C'est que en fait, nous, on connaît bien l'historiographie de nos sujets. Oui. L'historiographie, pour le grand public, il faut expliquer, c'est l'histoire de l'histoire. C'est-à-dire, imaginons que l'on parle de l'Empire romain. La connaissance qu'avaient les historiens à propos de l'Empire romain n'est pas la même pour des historiens du Moyen-Âge, de l'époque moderne, de l'époque contemporaine, et même dans l'époque contemporaine, nos découvertes s'accroissent avec le temps. D'ailleurs, très intéressant, parfois il y a des découvertes qui, entre guillemets, accroissent notre ignorance. Oui, c'est très juste un truc qu'avait évoqué Étienne Klein à propos des sciences physiques théoriques, et qui est très vrai aussi à propos de l'histoire. C'est-à-dire qu'on pense avoir des certitudes à propos de certaines périodes historiques ou à propos de certains événements, et on fait une découverte qui peut remettre en cause une certaine certitude qu'on aurait pu avoir. Tout ça pour dire que l'historiographie, c'est très important aussi en histoire des arts martiaux. Les connaissances qu'on avait à propos de l'histoire du karaté à Okinawa, dans le Japon des années 50, dans l'Amérique des années 80 et dans l'Europe de nos jours,
ça n'a rien à voir. Par exemple, à l'époque où Bruce Lee était encore en vie, dans les années 60, jusqu'en 1900, je crois qu'il est décédé en 73. 73, absolument. 73, Juillet 73. 73, ouais. Donc les connaissances que lui avait à propos du karaté d'Okinawa ne sont pas du tout, mais alors pas du tout, les connaissances que nous avons aujourd'hui à propos de l'histoire du karaté d'Okinawa. Même chose pour le judo, même pour les arts martiaux chinois. Donc notre bagage de connaissances évolue. Et c'est pour ça qu'il faut aussi se mettre à la page. Ça, c'est un truc pour lequel je milite. C'est du révisionnisme, en fait. Ça, le terme n'a pas bonne presse. D'ailleurs, souvent, on le confond avec négationnisme. C'est ça. Mais l'idée, c'est de réviser les connaissances et de s'actualiser. C'est pour ça que c'est important la formation continue. Parce que moi, je croise tous les jours des profs de karaté, de judo, ou de boxe, ou Dieu sait quoi, qui ont des connaissances fossilisées à propos de leur pratique. C'est-à-dire, un prof de karaté qui a appris l'histoire du karaté dans les années 70... il est empli de mythes, de légendes et très peu d'histoires sérieuses. Il n'y avait pas de thèse universitaire en France sur le karaté dans ces années-là. S'il ne révise pas ses connaissances, il va passer à ses élèves pendant des décennies des choses qui sont parfois erronées et dont on sait qu'elles sont erronées. Ça, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que là, il est question au final de tradition orale. Et puis parfois, il peut aussi avoir la barrière de la langue. D'ailleurs, quel est ton point de vue sur cette question, le fait de travailler à partir de sources traduites? Alors, c'est un gros problème en réalité. C'est pour ça que, moi, tu vois, mon rêve, ça aurait été... J'ai appris un peu le japonais. J'ai fait 1 an de cours particuliers de japonais. Donc, j'ai un niveau vraiment basique. Je peux tenir une conversation très simple. Et moi, mon rêve, c'était de travailler sur l'histoire des arts martiaux au Japon, de traduire les documents originaux, etc. Mais j'ai pas le niveau de japonais requis pour ça. Et il faut savoir que même les japonais n'ont pas le niveau de japonais requis pour ça. Absolument, c'est bien que tu le rappelles. Parce que les gens ne savent pas, mais les idéogrammes ont beaucoup changé. Oui. Et même les idéogrammes qui sont encore en usage ont parfois changé de... Voilà. Comme les mots de français d'ailleurs, hein. Les mots de français aussi évoluent dans le temps et on utilise de nos jours des mots avec une signification qui est très différente de leur utilisation originelle. Donc pour le japonais, c'est pareil. Et donc du coup, la plupart des historiens, entre guillemets, là je vais mettre des gros guillemets, qui ont rédigé l'histoire des arts martiaux au Japon, sont en fait plus des compilateurs que des historiens. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont compilé des connaissances issues de mythes, de légendes, d'articles, de tout un tas de choses pour créer l'histoire du Japon. Par exemple, quand on étudie l'histoire des arts martiaux du Japon, il est très souvent un chapitre sur l'histoire des samouraïs. Okay, oui. Et dans ce chapitre, en général, on présente quand même Miyamoto Musashi, qui est l'archétype du Ronin, etc. Et là, on se rend compte très souvent qu'il y a un mélange, c'est la meshouya, quoi, c'est la salade. Hein. Un mélange entre mythe et histoire. Et les gens qui ont écrit ces livres-là, parfois, ne font pas la différence entre les romans de Eiji Yoshikawa sur la vie de Miyamoto Musashi, qui sont des romans. Absolument, magnifique. C'est comme Alexandre Dumas. Voilà, exactement. La pierre et le sabre et la parfaite lumière, c'est magnifique. Mais ça n'a pas de valeur historique. Enfin, ça a une valeur historique parce que ça a participé d'une perception du mythe du samouraï, et donc ça a une influence sur, là j'ai l'écrit dans ma thèse par exemple, ça a une influence sur les dojo yaburi dans le Japon des années 1900-1910. D'accord. Parce qu'il se représente... Musashi allant défier le Exactement, et il reproduit ces schémas mystifiés dans le réel. Mais le parcours de Musashi lui-même, tel qu'il est dépeint par Eiji Yoshikawa dans son roman, c'est pas la réalité historique. Et le fait de proposer ça dans un livre d'histoire des arts martiaux, ça pose problème. Oui, je comprends. Et pour quelqu'un qui fait pas trop la différence entre l'histoire et le mythe et qui confond un peu le roman national et l'histoire, ça pose aucun problème. Mais la vérité, c'est quand même important. Est-ce que ça s'est passé ou pas ? Bien entendu, absolument. Et là, malheureusement, je dois dire qu'il y a peu d'auteurs qui y trouvent grâce à mes yeux. Oui, je comprends. À propos de l'histoire des arts martiaux en général, alors il faut savoir que plus un livre est généraliste, plus il y a de chances qu'il s'agisse d'une compilation. On ne peut pas faire des recherches. Moi, j'ai passé 4 ans à faire des recherches à propos de l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur. C'est très petit comme région. Il m'a fallu 4 ans. Oui, non, mais tu as raison de le dire. La recherche... Moi, j'avais discuté avec un universitaire aussi à un moment où j'étais en reprise d'études et je voulais travailler comme toi sur le Japon. Et il me disait, quand vous faites de la recherche, il faut penser à observer une pièce de monnaie. C'est-à-dire qu'il faut resserrer au maximum. Bien sûr, l'inscrire dans un cadre qui est général, parce que tu peux pas couper d'un contexte qui est plus global, par exemple national, mais que c'est forcément ciblé. Et ça amène toujours la question de, quand tu te spécialises, est-ce que tu perds la vision globale ? Théoriquement, tu n'es pas censé la perdre. Mais effectivement, la recherche
très ciblée sur un point, elle engage que tu peux pas être très ciblé sur 200 points en même temps. Et puis tu peux pas être spécialiste de tout. C'est la même chose en médecine, pour donner une image. Les gens le savent très bien, il y a des médecins chirurgiens cardiaques qui sont donc spécialistes du système cardiovasculaire, du cœur. Il y a des gens qui sont spécialistes, par exemple des orthoptistes, des gens qui sont kinés, qui sont ostéos. Mais on peut pas être spécialiste de tout. C'est pas possible. Et pour l'histoire des arts martiaux, c'est pareil. Écrire une histoire des arts martiaux en général, ça demanderait en réalité, si on veut faire un travail sérieux, d'être spécialiste de tout. C'est pas possible. Donc, il faut faire des compilations. Ou alors, faire comme les ouvrages universitaires, écrire chaque chapitre par un spécialiste du chapitre en question. Les ouvrages universitaires sont souvent construits comme ça. Par exemple, on aurait pu faire un ouvrage sur l'histoire des arts martiaux avec un chapitre sur l'histoire du judo écrit par le spécialiste universitaire de l'histoire du judo, un spécialiste sur l'histoire du karaté par le spécialiste, etc., et faire un ouvrage global, et donc une compilation de connaissances. Mais si un seul auteur décide d'écrire une histoire globale ou pseudo-globale de l'histoire des arts martiaux, en général, il s'agit d'une compilation. Si en plus il n'est pas historien, je doute de la valeur de la compilation. Est-ce qu'il a critiqué les sources qu'il utilise pour faire sa compilation, etc. Et donc, on revient à l'utilisation du japonais. La plupart des gens qui ne lisent pas le japonais sont obligés de prendre des sources écrites en anglais ou en français ou dans d'autres langues. Et donc, ils ont déjà une traduction de quelque chose dont ils ne savent pas si la traduction est exacte, si la traduction a été remaniée, si plusieurs auteurs sont passés dessus. Entendu. Et d'un autre côté, avoir la connaissance de la langue, fut-elle réellement maîtrisée dans sa dimension ancienne, n'est pas non plus la garantie d'un travail historique sérieux, fourni. Effectivement. Je pense qu'en français d'ailleurs, ou en latin comme en japonais, la connaissance de la langue, c'est un des prérequis. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir de quoi on parle avant de pouvoir analyser de quoi on parle. Et donc pour les sources écrites en japonais, c'est le problème numéro 1. Les sources en chinois, c'est encore pire. Là, on est déjà le japonais, c'est une langue qui s'est simplifiée quand le Japon s'est modernisé. C'est une langue qui est simple à parler, qui est relativement simple à comprendre. Le chinois, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Puis en plus, il y a des différents types de parler chinois. Il y a des dialectes, en fonction des régions. Donc par exemple, Bruce Lee, il prononçait Tai Chi Chuan, il prononçait souvent Tai Kek Kun, parce que c'est du cantonais. Donc, c'est un enfer. Et pour un chercheur sérieux qui voudrait faire une étude globale à propos de l'histoire des arts martiaux, soit il va faire une compilation de travaux sérieux en ayant un regard critique, ça va lui prendre un temps infini. Absolument. Soit il va faire appel à des auteurs sérieux pour faire un ouvrage universitaire avec une compilation d'articles. J'en ai pas vu beaucoup, quand même. Alors là, tu as quand même fait une forme de synthèse de la question suivante, qui était la manière dont un historien menait une recherche en arts martiaux. Je pense que c'est assez clair. Et de ce que je comprends quand même, de ce que tu écris et de ce que tu dis, c'est que la recherche dans les arts martiaux ou sur un autre sujet d'histoire, c'est sensiblement la même, au moins dans la forme. Ouais, j'ai l'habitude de comparer ça à une boîte. Tu écris sur ta boîte « Histoire des arts martiaux », mais tu pourrais écrire « Histoire de la danse » ou Histoire des voitures ou Histoire de Dieu, c'est quoi ? En fait, ce que tu vas mettre dans la boîte après, c'est pareil. C'est de la sociologie, de l'ethnologie, de l'étude de documents, de la critique analytique, de l'empirisme. Tu vas mettre des concepts et des choses dans cette boîte qu'en fait, tu aurais utilisé pour pratiquement tous les sujets. Bon, évidemment, il y a des concepts qui sont spécifiques à ton sujet, mais la méthode, la manière dont tu vas aborder la chose, ce que tu vas mettre dans la boîte, que tu étudies l'histoire des associations à l'époque moderne pendant la Révolution ou que tu étudies l'histoire du karaté, et tu vas utiliser les mêmes mécanismes de critique analytique. Pour l'histoire des arts martiaux, quand même, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de chercheurs. En fait, c'est le nombre qui nous pose problème. C'est-à-dire que tu connais peut-être les Martial Arts Studies, le journal publié en non, absolument pas. Bon, J'ai bien fait de venir. Voilà. C'est l'un des seuls magazines, c'est l'une des seules revues universitaires à comité de lecture qui publie des articles sérieux à propos de l'histoire des arts martiaux. D'accord. Pas que de l'histoire d'ailleurs, de l'ethnologie, de la sociologie, etc. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai l'habitude de lire un peu les bouquins écrits en français sur l'histoire des arts martiaux, ou même dans les ouvrages techniques, que ce soit chez Budo Édition ou chez d'autres. Chez Budo Édition, en tous les cas, Thierry Play, il relit quand même un peu les trucs, donc il fait gaffe. Mais chez d'autres, même sur des trucs un peu anciens, des années 70-80, des fois, je lis des trucs
Et je me dis, mais est-ce que le gars ou l'éditeur a fait attention à ce que le gars a publié, quoi? Parce que là, et en fait, tu vois qu'il n'y a pas de recul par rapport à la matière, pas de recul par rapport à l'histoire, et que le gars qui a publié le truc, en fait, il a juste pris la première légende qui lui venait, il l'a balancé dans son bouquin et vas-y. Alors ça, c'est monnaie courante sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, nous sommes tous les deux sur un certain nombre de forums sur Mhm. Facebook, et notamment justement sur... il y en a un qui pensait de l'homme, du corps et de l'esprit, des arts martiaux, non, quelque chose comme ça. Ça me vient pas tout de suite, mais Il y en a un en tout cas où on a eu. J'ai plus le. Je suis sur tellement de groupes liés aux arts martiaux que j'ai du mal parfois à retrouver où j'ai récupéré tel ou tel post, telle ou telle Ouais. information. Et sur un des forums, effectivement, on a eu l'occasion de croiser nos regards. Bon, ça tombe régulièrement sur le même interlocuteur. Ah oui, effectivement, ça y est, je vois de quoi tu parles. Il a posté sur plusieurs groupes différents. Ah, donc voilà, d'où ma confusion. Tu me rassures, ce n'est pas encore l'âge. Mais en l'occurrence, là, c'est une personne. Mais l'exemple est multipliable et multiplié d'ailleurs. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens qui ont une très vague connaissance des arts martiaux. Alors, sur la pratique, je ne me permettrai pas d'émettre d'avis parce que je ne les ai pas vus travailler. Mais qui, dans le meilleur des cas, t'ont publié un contenu qui a été synthétisé par une intelligence artificielle. C'est ce qui est arrivé, ouais. Et c'est pitoyable, en fait, tant on voit une accumulation de bêtises, de contre-vérités, jamais contextualisées, Alors, jamais sourcées. Comment tu te positionnes par rapport à Je ça? sais que ça, c'est un truc qui est... Alors, ça arrivait peu dans le passé, parce que là, bon, faut contextualiser pour les auditeurs. On est tombés tous les deux sur des posts à propos de l'histoire et de la philosophie des arts martiaux, publiés par un gars au nom qui sonne italien. Absolument. Je me rappelle même plus de son nom, je l'aurais cité sinon, c'est pas un problème. Et en fait, le gars publiait des trucs qui avaient des questions qui, déjà, la question n'avait aucun sens. et après les paragraphes qu'il développait n'avaient eux aussi aucun sens en termes d'histoire, de philosophie des arts martiaux et véhiculaient des idées, comment dire, c'était vraiment... Dès lors, il y a des contre-vérités, puis il y a des choses qui relèvent plus de la légende qu'autre chose. Ouais, mais c'était plutôt une perception générale de l'histoire des arts martiaux, très contestable, que quelque chose de vraiment pensé, écrit. Et moi, au début, et non sourcé. Alors, c'est ça qui est intéressant. Cet intervenant donc, sur ce forum prétendait détenir des vérités ou prétendait lutter contre des contre-vérités. C'est ça qui est encore mieux. Et d'ailleurs, souvent, c'est le cas. Hein, les gens qui luttent contre les contre-vérités, qui ne sont pas formés à la méthode, en général, racontent plus de bêtises que la propre contre-vérité elle-même. Bon, bref. Et donc, il prétendait lutter contre une contre-vérité à propos de... Je ne sais plus ce que c'était comme sujet particulier, mais je crois que c'était... Le dernier, c'était lié à la philosophie des arts martiaux, aux principes, aux valeurs, mais me semble-t-il. Je crois qu'un des premiers concernait l'anatomie ou la physiologie. Oui, alors, on n'était pas dans le cadre de l'histoire. C'est ça. C'était la science démontre que... Exactement, ça commençait comme ça. Alors déjà, quand ça commence par la science montre que, fuyez. Parce que la science... putain, toute jambe. Et en fait, alors tu veux rire, mais c'est là où l'intelligence artificielle est intéressante. C'est que moi, au début, j'ai pas vu que c'était des textes qui étaient publiés par intelligence artificielle. J'ai vraiment cru au début, parce que quand même, j'avais pas l'habitude, tu vois, sur Facebook ou quoi, j'ai pas l'habitude de ça. Et j'ai vraiment cru qu'il balançait un argumentaire qui était de son propre chef, tu vois, qu'il avait écrit lui-même, etc. Et quand même, j'ai mis un commentaire, j'ai dit, mais attendez, monsieur, ce que vous racontez, là, c'est un peu n'importe quoi. Et j'ai étayé un peu mon propos. Il a été assez virulent dans sa réponse. Oui, moi aussi, sur les réponses qu'il m'a faites, il a été très virulent. Et tu sais quoi? Il m'a fallu 5 ou 6 posts pour lui faire fermer son clapet, parce que il prétendait tirer cette connaissance scientifique. Donc moi, mon premier réflexe, c'est de demander, parce que je suis historien, quelles sont les sources. Et donc, il me remet un pamphlet en m'expliquant 2-3 points très techniques. Je veux pas donner mes sources. Moi, j'ai eu droit, je veux pas donner mes sources. Et alors, il m'a pas fait ça, mais comme c'est l'intelligence artificielle qui lui a pondu le pamphlet, en fait, l'intelligence artificielle n'avait pas la source de ça. C'est-à-dire que c'était une source qui était... Tu sais que l'intelligence artificielle, on parle souvent de ChatGPT en réalité, elle est programmée pour donner une réponse même quand elle n'a pas de réponse. Donc parfois, elle invente des trucs. Ah, non, j'ignorais. Tu savais pas ça? Moi, quand j'ai fait mes recherches sur l'histoire du judo, au bout d'un moment, pour vérifier quand même, je me suis dit, tiens, on va passer par ChatGPT, on va voir ce qu'il en pense. Je lui ai dit, fais-moi une liste de 10 judokas importants de la Côte d'Azur. Il m'a inventé des gens.
Il y en avait qui existaient vraiment, que je Incroyable. retrouvais, et il a inventé 2 personnes. Alors moi, con, je vois 2 noms que je connais pas, et je lui dis, mais attends, celui-là, c'est lequel, il vient d'où, etc. Je me dis, peut-être j'ai loupé quelqu'un, tu vois. Oui, bien entendu. Et au bout, j'ai creusé un peu avec lui, et au bout de quelques... Tu sais, il me fait des réponses très générales. Ah, mais c'est certainement quelqu'un qui doit être de la région, etc. Mais je lui dis, mais d'où tu as trouvé la source? Parce que lui, il fait juste une recherche sur les moteurs de recherche. Et en fait, j'ai compris qu'il avait inventé 2 personnes. Incroyable. Et en fait, il invente souvent des réponses quand il n'a pas la réponse à la question. Et là, c'est ce qu'il avait fait pour ce truc très spécifique. Je crois que c'était de l'anatomie, ou de la biomécanique. En fait, il a brossé très large parce qu'on est intervenu sur plusieurs de ses posts. Ouais. Il y en avait un qui disait la science démontre que telle méthode de self-défense ou telle approche Exactement. est inefficace. Et donc, il m'a fallu plusieurs posts pour arriver à lui faire avouer qu'il n'avait en fait aucune étude. Parce que au début, il a commencé par La Science montre. Après, je lui ai dit, OK, mais quelle science, quel article publié, dans quel comité, dans quel magazine, revue à comité de lecture, etc. Puis après, il m'a fait une réponse très globale, très générale. J'ai dit, non, mais précisément quel article. Après, il m'a dit, oui, mais c'est une pré-étude, etc. J'ai eu le droit à la même. Et en fait, je me suis rendu compte que la pré-étude n'existait pas, que l'étude n'avait jamais été publiée, que l'auteur n'était pas connu. En fait, c'est un du escroc. néant. Voilà. Mais il m'a fallu plusieurs étapes, même moi qui suis historien et qui suis, tu vois, un peu formé à la méthode, pour parvenir à le contredire. Et ce qui m'a beaucoup marqué à propos de ça, c'est que les gens ont repartagé en masse. Voilà, c'est là où je voulais t'amener. C'est qu'est-ce que ça dit du fait que les collègues, effectivement, puissent repartager ça, et comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas forcément une connaissance scientifique dans tel ou tel domaine, nous-mêmes, on n'a pas des connaissances scientifiques dans tous les domaines, loin s'en faut, comment est-ce qu'on peut faire le tri entre une information et un contenu fiable et quelque chose de bidonné? Alors, je te dirais, si tu le vois sur les réseaux sociaux, c'est que c'est de la merde. Mais moi-même, je suis sur les réseaux sociaux maintenant. Et d'autres historiens sérieux ont aussi des chaînes. Des doctorants, des post-doctorants ont aussi des chaînes YouTube. Donc maintenant, juste dire, si vous le voyez sur Facebook, n'y prêtez pas attention. Et non, il faut regarder qui est l'auteur. Est-ce que c'est quelqu'un de connu qui a fait ses propres recherches? Est-ce que c'est quelqu'un de respecté dans le milieu, parmi ses pairs, etc. Et même des gens respectés, tu vois, on peut avoir des avis divergents. Donc, je t'ai parlé, par exemple, tu vois, d'un exemple très précis de l'encyclopédie d'Haber-Setzer. L'encyclopédie, globalement, est très bonne. Mais dans certains exemples très précis, il faut quand même garder son... C'est pas parce que l'encyclopédie est bonne que tu peux pas avoir d'esprit critique par rapport à certains points très précis. Et dernièrement, tu dois connaître peut-être Jean-Charles Juster. Oui, bien sûr. Qui est donc qui est ethnologue, qui est spécialiste des arts du combat à Okinawa, qui a fait son doctorat d'ethnologie sur ce sujet-là, donc qui est très bon là-dessus. Il était à Ninalco, il parle un japonais magnifique que je ne parlerai probablement jamais. et donc, il a des connaissances très étendues. Mais dernièrement, dans une vidéo, il a parlé de l'histoire du karaté en France. Et il s'est planté gravement sur 2 trucs, mais des erreurs énormes, tu vois. Par exemple, à un moment dans sa vidéo, il disait que le karaté était resté dans la Fédération française de judo pendant 30 ans. Et non, c'est 15 ans. Pas 30. Parce qu'il arrive dans les années 50. 59, on va dire 60 parce qu'il arrive fin 50 ans. Et il sort en 75, c'est ça, donc ça fait 15 ans en gros. Ouais. Et il y avait d'autres erreurs. En fait, il articulait sur le fond aussi son propos en partant du principe qu'à Okinawa, il y avait de très nombreuses réalités différentes en ce qui concerne le karaté, de très nombreuses écoles, etc. Et qu'en France, c'était pas le cas. Qu'en France, il y avait en gros la Fédération française du karaté avec le Shotokan. Et là, j'ai dit non, c'est même l'inverse. Au Japon, c'est simple, surtout à Okinawa, c'est simple par rapport à ce qu'on a nous. Ah oui, c'est évident. Nous, on a les réalités de karaté du monde entier. On a des karatés américains, des karatés japonais, des karatés français, on a des... Bon, bref. Et donc, tu vois que même c'est pas pour cracher sur Jean-Charles Juster, j'ai ses bouquins, ils sont très bons. Mais tu vois que même un historien sérieux ou un ethnologue sérieux, quand il aborde un sujet pour lequel il n'a pas fait de recherche, parce que Jean-Charles Juster n'est pas spécialiste de l'histoire du développement des arts martiaux en France, et ben on peut se planter, et même moi je me plante des fois. Dans mon bouquin sur l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur, il y a des erreurs. Tu vois ? Et ça, il y a peu d'historiens qui te diront « oui, j'ai failli ». Et t'es pas infaillible. Et oui, bien entendu, nous sommes faillibles. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir le reconnaître. Ce matin, j'étais en cours à la fac de Nice. Et donc, c'était la première rencontre avec les étudiants de TD. Et je leur disais, par moment, vous ne pourrez pas trancher. Et il faut assumer de ne pas pouvoir trancher et de dire, là, je ne sais pas. Ah, tu les éduques à la dure, parce que là, ils sont en quelle année ? 3e année. L3. Bon. Mais disons que je préfère
expliquer à des étudiants que par moment, on se retrouve sans solution arrêtée, sans hypothèse arrêtée, et qu'il est préférable de laisser le champ ouvert, plutôt que de fermer de manière dogmatique. Parce que la dérive derrière, surtout quand tu es historien, mais c'est la même chose dans les arts martiaux, puisque nous sommes souvent sollicités, c'est de devenir un polémiste. Et je pense que c'est un peu le problème avec ce monsieur sur le forum Facebook. C'est que quand ton approche est anti quelque chose, avant d'être dans la promotion d'eux, il y a un biais qui n'est pas bon au départ. Mais tu vois, je pense que les gens ne sont pas stupides et ça rejoint beaucoup ce qu'on a dit sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce qu'elle ne fait pas, c'est donner une hiérarchie aux informations qu'elle trouve sur les différents moteurs de recherche. C'est pour ça qu'elle fait des réponses très généralistes. En fait, elle va trouver un certain nombre de réponses qui sont pour, un certain nombre de réponses qui sont contre. Et si elle a vraiment 99% de réponses pour, elle va te dire oui. Si elle a 99% de réponses contre, elle va te dire non. Mais en gros, elle va quand même toujours te faire quelque chose de très généraliste. Et c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut transmettre aux gens, c'est leur expliquer l'esprit critique et l'esprit de hiérarchie des informations trouvées. Et malheureusement, je vois sur les réseaux sociaux et en général, même en croisant les profs de karaté, qu'ils n'ont pas encore tout à fait cet esprit critique. C'est pour ça que je travaille sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux à développer ça, pour leur dire faites attention aux informations que vous trouvez. Il y a des informations qui sont par essence beaucoup plus valables que d'autres et il faut que vous fassiez marcher votre cerveau. Il ne faut pas que vous soyez un consommateur. ChatGPT est un consommateur, il absorbe et il recrache avec un truc très généraliste. Et le problème, c'est que ça donne du pouvoir aux gens. Parce que maintenant, avec Internet, tu veux avoir un résumé de l'histoire du karaté, tu tapes un prompt sur ChatGPT, tu vas l'avoir, le résumé. Mais tu vas avoir un résumé qui n'a aucune valeur historique, qui n'a aucune valeur critique. Ça pose question de notre utilisation. Et justement, cette personne dont tu parlais, ce gars avec le nom de famille italien, putain, j'arrive pas à me retrouver. Mais non plus, je l'avais il y a quelques jours et je l'ai perdu. Lui, en fait, il a donc utilisé cet outil probablement pour se mettre en avant, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a publié sur différents forums, de manière à montrer qu'il avait raison sur un sujet particulier, sans avoir fait de recherche sur le sujet, simplement en donnant son avis. C'est un avis, c'est pas de démonstration. Exactement, un avis avec une apparence pseudo-scientifique. Donc il a demandé à ChatGPT de lui fournir un prompt qui lui permettrait de détailler une pensée, mais c'est pas sa pensée. D'ailleurs, c'est pas de la pensée. C'est exactement ce que j'allais te dire, parce que ça fait quand même très pré-mâché et très slogan. Moi, c'est la sensation que j'ai eue, et c'est souvent la sensation que j'ai quand je lis des posts sur les forums d'arts martiaux. C'est qu'il y a l'idée de percuter, d'impacter avec des slogans. Parfois, effectivement, il y a un verbiage pseudo-scientifique qui donne la sensation que la chose est très sérieuse, mais avec des généralités. On sait, on dit, la science affirme, mais il y avait jamais de source et c'est pas documenté. Ouais, j'avais fait une vidéo comme ça à propos de la généalogie des savoirs en karaté, une de mes plus anciennes vidéos. Je l'ai vue. Où c'était vraiment on dit que, on sait que, mais il n'y avait aucune source. Et pour conclure là-dessus, moi, mon cheval de bataille, c'est de dire ok, les gens sont pas cons. Le grand public est pas stupide. Les gens savent lire, savent écrire, ils ont un esprit critique. D'ailleurs, toute la journée, ils critiquent la politique, donc ils ont un esprit critique, surtout en France, on aime bien faire ça. Nous sommes le peuple le plus politique du monde. C'est ça. Donc en fait, pour l'histoire des arts martiaux, comme pour d'autres domaines, on peut leur expliquer et ils peuvent comprendre. On en revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire l'histoire des arts martiaux, c'est pas pour être mis dans des revues à comité de lecture qui vont être lues par personne. Ça n'a aucun intérêt pour moi. L'histoire des arts martiaux, c'est pour dire aux gens, voilà, vous avez la connaissance historique, vous pouvez voir comment je fais mes recherches, parce que moi, c'est pratiquement un journal de bord. À chaque fois que je fais une interview, à chaque fois, je leur montre l'arrière-boutique. Et leur dis, voilà comment c'est fait. Maintenant, vous savez que c'est faillible. Vous savez comment c'est fait. Vous savez que ça peut être mieux, que ça peut être pire. Mais vous savez que c'est sérieux. C'est avant tout ça qu'il faut montrer. Putain, quand tu passes 4 années ou 5 années sur une recherche, tu connais ton sujet quand même. Bien entendu. Si tu fais un prompt de 2 minutes sur ChatGPT... Oui. Et puis surtout que... les prompts en question vont dans une direction, puis une autre. Oui, et il n'y a pas de structure, il n'y a pas de fil rouge. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dernièrement, tu vois, pour Shinkyo Budo, j'ai voulu faire par ChatGPT des PowerPoint. Oui. Et donc, tu sais que moi, j'ai mon cours donc, sur Shinkyo Kai et Shinkyo Budo. On va proposer des formations pour les professeurs. Absolument. Moi, je suis en charge de la formation sur l'histoire et la philosophie des arts martiaux. Absolument. Elles vous seront proposées l'année prochaine. Voilà. Donc...
je me suis dit, je vais lui donner mon cours sur l'histoire du karaté et je vais lui dire, à partir de ce cours, fais-moi une diapositive par chapitre ou par sous-thème, etc. Et il m'a sorti une diapositive, je l'ai sur mon ordi, je pourrais te la montrer, qui est en fait un agrégat de mythes et légendes dessinés de l'histoire du karaté. J'ai dit, mais t'as pas du tout utilisé mon... Et en fait, j'ai compris qu'il n'était pas programmé pour utiliser des textes longs que tu lui donnes à manger. D'accord. Ah oui, Sauf donc... peut-être si tu as la version payante. Moi, j'ai la version gratuite, donc je peux pas m'avancer pour la version payante. Mais en tous les cas, parce que ça lui demanderait une puissance de calcul quand même, ça demande... Tu vois, c'est un système économique qui est différent. Qui dit puissance de calcul dit forcément coût plus avancé, et donc il faut soit que tu payes une version plus avancée, soit il peut pas encore le faire. Quoi qu'il en soit, je me mets à la place du grand public. Moi, j'ai été fasciné par un livre qui s'appelle La philosophie des arts martiaux de Sergio Di Marino, un livre qui à l'époque m'avait beaucoup marqué et qui m'avait vraiment intéressé sur l'histoire et la philosophie des arts martiaux, et c'est un des bouquins qui m'a donné la passion de l'histoire des arts martiaux, je pense. Ce livre, quand je le relis aujourd'hui, j'ai tu vois, un souvenir un peu nostalgique, si on peut dire, parce que je l'ai lu quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans. Oui, d'accord. Et pour moi, c'était quelque chose de vraiment... J'ai découvert énormément de choses avec ce livre. Quand je le relis aujourd'hui, évidemment, maintenant que j'ai la connaissance universitaire de mon côté, je vois toutes les petites erreurs, les petites imprécisions, ou parfois les grosses erreurs et les grosses imprécisions, mais je me dis que pour le grand public, c'est quand même pas mal du tout. Et donc, en fait, il y a une époque, surtout au début de ma chaîne, où j'étais très virulent. Dès qu'il y avait une erreur, je tapais dessus. C'était le point historique, tu vois. Et maintenant, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin et je me dis, OK, parfois, ça sert à rien d'expliquer à fond les détails très techniques. C'est le métier de vulgarisateur. C'est exactement ce que j'ai dit. Il faut vulgariser. Voilà, donc parfois, les trucs très scientifiques ou expliquer l'épistémologie ou les concepts en histoire, les gens, ils s'en foutent. Et même moi, des fois, ça me barbe. Donc, il faut avoir ça en tête et il faut se dire, OK, qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui est intéressant et que je peux passer et qui intéressera aussi le grand public, et comment je peux le faire pour que ce soit intéressant à regarder. C'est pas facile parce que tu vois que ma chaîne elle déconne pas mille de rien. J'ai 1000 abonnés, un truc comme ça, et encore j'ai fait une vidéo avec Nota Bene, ça m'a rapporté quelques abonnés qui sont passés voir, etc. Mais l'histoire des arts martiaux, c'est quand même un domaine très niche. Et en plus, la méthode en histoire des arts martiaux, ça va pas intéresser grand monde. Mais ça laissera une trace. C'est un peu comme un journal de bord. C'est une œuvre d'utilité publique, quelque part, malgré tout. Parce que la connaissance permet effectivement de pouvoir s'émanciper de certains dogmes, et dans les arts martiaux, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, même en Occident, d'autant que tout est organisé de façon pyramidale, financière, voilà, et on retrouve la pyramide féodale, le shogun, et donc le fait d'avoir des éléments d'éclairage et de compréhension, ça permet quand même de pouvoir avancer en étant structuré et de ne pas se laisser embobiner ou endoctriner ici ou là, parce que les dérives sectaires existent aussi, et elles sont plus monnaie courante qu'on ne le croit. Et ça amène la question de la pratique, parce que là tu t'es positionné en historien, mais tu es également pratiquant d'arts martiaux. Est-ce que ta pratique des arts martiaux nourrit ta recherche en histoire, et réciproquement? Ah oui, je pense que oui, parce que... Alors, je suis sûr que oui, mais je pense que pour n'importe quel domaine de l'histoire, l'historien qui pratique ce domaine d'une façon ou d'une autre, il y a forcément des échanges entre sa méthode, sa recherche et puis sa pratique. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Hein. Donc moi, effectivement, j'ai pratiqué la capoeira, la boxe anglaise, française, le karaté. J'ai fait aussi un petit peu de Wing Chun. J'ai testé des trucs en jiu-jitsu brésilien. J'ai pas pratiqué en club le jiu-jitsu brésilien. Maintenant, peut-être je suis trop vieux. Je sais pas. J'aurais bien aimé un peu plus jeune découvrir ça, mais bon, bref. Donc oui, je pratique toujours le karaté full contact maintenant, oui, parce que je suis trop vieux pour les conneries. Mais c'est une pratique qui évidemment nourrit un peu ma recherche. Par exemple, au début de ma recherche en karaté, quand j'étais en tout début de master sur ma recherche sur le karaté sur la Côte d'Azur, il y a évidemment des choses qui ont nourri ma recherche. D'où viennent les katas ? Pourquoi c'est construit de telle et telle façon ? Pourquoi certains katas ne ressemblent pas du tout à d'autres ? Pourquoi on a l'impression que certains katas sont très schématisés, très formalisés sur 4 faces comme la méthode de Joinville ? Ouais. Et pourquoi d'autres sont au contraire des katas dont on voit qu'il y a une inspiration taolu chinoise ? Ah oui, clairement. Ces points techniques-là, évidemment, quand tu vois les katas, moi j'étais novice en karaté à cette époque-là, donc quand tu vois les katas pratiqués par les pratiquants les plus expérimentés du club, et que tu vois la différence entre les katas les plus élémentaires et les katas les plus avancés, que tu vois aussi les différents concepts, Shingitai, les techniques, oui, l'ancrage, puis Sanosen, Gonosen, etc.
le fait de voir ces concepts appliqués dans la réalité, ça nourrit forcément ta recherche, ça nourrit au moins ton questionnement. Ou alors d'avoir un gars qui est complètement léthargique et qui s'en fout de tout, tu vois. Mais forcément, si tu es intéressé par l'histoire des arts martiaux, forcément intéressé par l'histoire de la technique. Et bien entendu. Et par l'histoire des mutations techniques. Il y a un truc, par exemple, que moi je fais, parce que je sais que Funakoshi le faisait aussi, et qui est considéré aujourd'hui comme une erreur dans les passages de grade en Shotokan. Funakoshi, quand il a fait sa démonstration en 1922 au Kodokan, devant Jigoro Kano et les judokas réunis là, il ouvrait les mains avant de frapper. Et un judoka très attentif, très bon judoka, qui a remarqué ce détail, qui disait « Mais maître, pourquoi vous ouvrez la main et vous fermez la main ?» Et Funakoshi explique que ça a une vraie logique de défense, qu'on peut réenchaîner des frappes, des saisies, etc. Enfin, il explique des choses intéressantes. De nos jours, les karatékas ont les mains tout le temps fermées. D'ailleurs, ce qui est surprenant, karaté... Alors, sauf sur certains katas, tu vois. Par exemple, quand tu fais Heian Shodan, un kata des plus basiques, tu es censé ouvrir la main et ensuite, quand tu fais ton Hageuke, et tu fermes. Et donc là, sur certaines bribes, ils ont conservé ça. Mais si tu fais les katas avec tout le temps les mains ouvertes puis fermées, on va considérer que c'est une erreur. Moi, je fais encore les ikité avec la main armée devant ouverte et ensuite je ferme comme quand on saisit et qu'on fait une frappe. Absolument. Parce que c'était la logique de Gishin Funakoshi et il avait raison. Absolument. Bon, après, son fils a transformé la pratique sur... Donc Yoshitaka, son troisième fils, je crois, a transformé la pratique sur divers aspects. Par exemple, une histoire très connue que racontait Maître Kaze dans un... Je crois que c'était dans un karaté bushido à l'époque ou dans un karaté, parce que c'était pas encore karaté bushido. Un jour, il y a un pratiquant qui vient au cours de Gishin Funakoshi. Et le pratiquant, il ferme le poing comme on ferme de nos jours, comme en boxe anglaise, etc. Et Gishin Funakoshi lui dit « Mais qui vous a montré cette manière de fermer le poing? C'est complètement inefficace, c'est ridicule. » Waka Sensei. Et la réponse de l'intéressé, mais c'est votre fils qui m'a montré cette pratique. Et Gishin Funakoshi dit, bon, alors si c'est mon fils, ça va, faites comme a dit mon fils, parce qu'il était déjà en train de passer la main. Et bon. Mais la manière originelle, selon Maître Funakoshi, de fermer la main, c'est de laisser l'index tendu. Et donc, ça fait ressortir un peu plus les deux premières phalanges, les phalanges avec lesquelles, les métacarpiens avec lesquels on frappe en karaté. Bon, je sais pas si... Franchement, je suis pas bon en biomécanique, je suis pas médecin ni rien du tout, donc voilà. Je peux pas m'avancer pour dire si c'est mieux ou pire, mais je sais que originellement en karaté Shotokan, en tous les cas en Shotokan Ryu, la manière de fermer le poing, c'est celle-ci, avec l'index qui reste tendu sur la dernière phalange. Et pas replié. Et pas replié comme en boxe anglaise. Et donc je sais que le karaté Shotokan qu'on pratique maintenant, il a subi des mutations successives qui ont entraîné des différences techniques avec le karaté tel que le pratiquait Gishin Funakoshi. Il faut savoir que Funakoshi, en plus, il était très petit de taille, même pour un japonais. Et donc, certains mouvements, il les faisait très haut, parce qu'il était habitué à combattre des gens plus grands que lui. Ce qui est normal. Et certains autres mouvements, ensuite, ont été adaptés à d'autres morphologies. Par exemple, on sait que Yoshitaka et Nakayama ont participé à abaisser les postures en karaté. Et que Funakoshi... C'est très flagrant quand tu vois les photos de Funakoshi. Exactement. Moi, par exemple, là, j'ai dans ma bibliothèque le Karaté Dokyohan, qui est donc un texte qui avait été originellement publié par Funakoshi dans les années 20. Et ce texte-là, qui a été publié par Budo Édition, on voit les photographies de Funakoshi et il est en Shinzentai. Il n'est pas en Kokutsu là-dessus ou en et il n'est pas très âgé. Parce que parfois, tu as des gens qui vont expliquer, oui, mais bon, si le sensei est plus âgé, sur le plan articulaire, il est peut-être plus apte à... Là, en l'occurrence, Funakoshi est loin d'être très âgé au moment où il publie cet ouvrage. D'où l'importance des sources de seconde main. Tu vois que je te parle d'un ouvrage qui est publié en français par Budo Édition. C'est une réédition. Il y a eu plusieurs rééditions successives d'un ouvrage originellement publié en japonais. Et donc, les sources de seconde main peuvent parfois nous aider aussi en tant qu'historien. Tout à fait. Par exemple, là, j'ai écrit l'introduction de ma thèse sur le judo, mais moi, le judo japonais, j'ai pas fait de recherche dessus. Donc, autant je critique les gens qui ne font que des compilations et qui n'ont produit aucun travail inédit, autant nous-mêmes historiens, on est amenés à faire des compilations ou à nous renseigner sur différents sujets dont on n'est pas spécialiste pour les ajouter à notre corpus de documents. Et c'est la même chose avec les sources de seconde main. Moi, des fois, pour rédiger ma thèse, je me replonge dans des bouquins sur l'histoire du judo, dont je sais qu'ils ont été rédigés par des auteurs sérieux, etc. Je me replonge aussi dans des biographies, parce que je sais que même si la biographie est critiquable, et je critique l'extrait que je cite dans ma thèse, je sais qu'elle donne une certaine information qui peut être valable à certains endroits. Absolument. Non, mais ça, je pense que c'est important d'avoir un regard critique sur les sources que l'on utilise. Le problème, c'est quand c'est méprisé pour ce que c'est. S'il y a effectivement eu un travail sérieux et pas
j'appuie sur un bouton pour avoir une compilation de ChatGPT. En soi, la démarche est honorable. Tu parlais tout à l'heure de l'encyclopédie des arts martiaux de Roland Abersetzer. Moi, j'ai la première édition, la toute première édition, qui date de 2000. Je l'ai eu pour mes 18 ans. Donc, tu vois, il y a une valeur. Le temps passe. Le temps passe, en effet. Aujourd'hui encore, quand je prends cet ouvrage, même si parfois certains éléments relèvent de la mythologie, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont amenés avec énormément de rigueur scientifique, si je puis dire. Et dans tous les cas, quel travail monumental. Exactement. Il faut remercier Roland Abersetzer d'avoir produit, je pense, la plus grande source bibliographique liée aux arts martiaux. Avec quelle passion. Je suis un peu plus modéré que toi. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un travail, c'est monstrueux, c'est titanesque. D'un autre côté, je présume qu'il a réuni dans cette encyclopédie les différents volumes qu'il avait publiés précédemment chez Amphora qui constituaient l'encyclopédie des arts martiaux en plusieurs volumes, etc. Bon. Donc c'est une connaissance qui est un peu datée. Mais maintenant, c'est quand même intéressant parce qu'il a effectivement réuni en un seul bouquin une encyclopédie avec en plus l'explication des terminologies, parfois l'explication des idéogrammes, etc. Enfin des sinogrammes plutôt. Donc c'est quelque chose quand même qui a une valeur importante. Même si sur certains points précis, tu vois, moi en plus je suis un enfoiré scientifique, donc je vais critiquer des points très très précis, etc. Pour le grand public, c'est quand même pas mal du tout. Et puis, c'est largement suffisant à n'importe quel prof de karaté, de judo ou de quoi que ce soit. Tout à fait. Et ça veut dire qu'à un moment, il y a un public dans les arts martiaux et, je l'espère, chez les enseignants, qui se saisit de cet objet si précieux qu'est le livre. Et j'espère, parce que ça montrerait qu'il y a encore un peu de curiosité à propos de... J'ai l'impression qu'il n'y en a plus tant que ça. Ah, tu penses par rapport à l'histoire des arts martiaux ? Ouais, j'ai l'impression que plus les générations passent, peut-être je me trompe, mais plus les générations passent, parce qu'en fait, ils ont l'impression que c'est... Tu sais, nous, quand on a commencé à lire des choses sur les arts martiaux, etc., il y avait quoi ? Il y avait Karaté Bushido qui sortait. Oui, c'est ça, oui. Et il y avait... c'était... La télévision, il y avait encore quelques émissions où de temps en temps, il y avait un reportage ou un truc. Oui, l'émission de Delarue notamment, voilà, avec Abersetzer, Hoppers, Douillet. C'est ça, il y avait quelques émissions comme ça, mais en fait, on avait très peu de sources. Donc, on était à la recherche, on était actifs. Oui. Maintenant, les gens sont passifs parce qu'ils savent que de toute façon, en 3 clics, ils vont trouver... Enfin, ils ont l'impression qu'ils vont trouver tout ce qu'il y a à trouver. C'est vrai, c'est la problématique liée à Internet, mais surtout par rapport à la qualité que l'on va y trouver, parce qu'il y a à boire et à manger. Moi, j'ai quand même la sensation... Ça serait intéressant d'avoir le retour de Thierry Play, parce que lui est un éditeur qui doit avoir une vision très nette et chiffrée. Franchement, j'ai été surpris de sa vision, parce que c'est un éditeur de livres plutôt techniques. La plupart des ouvrages sont des ouvrages techniques, des manuels de karaté, de judo, etc. J'ai été surpris. Il a une vision qui, je trouve, est très juste sur beaucoup de choses. Bon, après, c'est le fils d'Henri Play. Il a baigné dans les arts martiaux toute sa vie. Il a été prof de judo, donc il connaît bien. Mais j'ai été surpris de sa vision. Je trouve qu'il a une vision très juste à propos de l'histoire. Et surtout, comme il est amené à être en contact avec les auteurs, il connaît l'arrière-boutique. Il sait comment c'est fait. Et donc, il a une vision très juste de l'histoire et de la transmission de connaissances en arts martiaux. Un truc, franchement, il est à un niveau qui est, sur certains points, très supérieur au mien. Et ça m'a surpris parce qu'il n'a pas fait d'études universitaires sur l'histoire ou la sociologie, mais comme il a été éditeur très tôt et qu'il a baigné dans ce monde-là très tôt, en fait, il a une connaissance académique très importante. Mais ça se sent. Moi, j'ai écouté alors en 2-3 fois parce que l'interview est longue. Ouais. Donc, généralement, je les mets quand je fais la vaisselle ou quand je suis sur la route. C'est bon à savoir. Voilà. Mais du coup, j'écoute avec beaucoup d'attention et j'ai trouvé que c'était... de loin, une des meilleures interviews que tu aies eues sur ta chaîne. D'abord, il y avait beaucoup de sincérité dans ce qu'il expliquait, de l'autocritique. Les livres Budo Édition font référence. Et pour reboucler avec ce qu'on disait, moi, j'ai quand même la sensation qu'il existe toujours, alors c'est purement empirique pour le coup, un public pour les livres d'arts martiaux. Si je prends à l'échelle très, très, très locale, dans mon dojo, quand il y a les anniversaires, très souvent,
on offre des livres d'arts martiaux et on se les prête les uns les autres. Oh, je t'adore. Putain, c'est rare. Hein. On se les prête les uns les autres. Alors, le dernier en date, ça a été le volume 2, je pense, des Bunkai d'Emmanuel Ackerman. Il y a eu, pour le président Alexis, pour le président de Shinkyo-Udo, je crois qu'on y a fait le Karaté Dokuran. Et donc, là, il y a une de mes élèves qui a fait du kendo et qui m'a offert une édition du Hagakure. Il y a pas longtemps. Et bon, je suppose a priori qu'elle l'a lu. Et donc, elle me parle un peu du bouquin. Et j'ai dit, oui, je connais. Ah, si tu l'as, je le reprends. Mais j'ai pas cette édition-là, au contraire. Il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, tu connais mon regard très critique sur le Hagakure. Et puis, on sait quels étaient les objectifs de ce livre. Écrit par un fanatique, il faut quand même bien le dire. Pas loin, Mais ce que je constate, c'est effectivement, même dans d'autres dojos, une fois encore, c'est purement empirique, j'ai pas de données statistiques là-dessus, c'est que l'air de rien, il y a toujours un public qui s'intéresse à cette matière première qu'est le livre. Et je trouve que c'est encourageant. Ouais, mais écoute, si c'est comme ça dans ton association, c'est très bien. Je pense que tu es un des chanceux. Ou alors, c'est justement par ton action d'historien, tu dois véhiculer aussi c'est possible. Cette inspiration pour la connaissance historique. Moi, j'ai rencontré des profs de karaté. Écoute, je vais te dire la vérité. J'ai interviewé 60 personnes pour faire les recherches sur mon livre sur le karaté sur la Côte d'Azur. Quand tu fais 60 interviews, une par semaine pendant 60 semaines d'affilée, je te garantis qu'au bout d'un moment, tu connais les gens. Quand j'ai fini mon livre, j'ai été assez déçu des professeurs. Tu vois, je cache rien, même à mes auditeurs. Je m'attendais à ce que les professeurs m'en commandent quelques exemplaires, tu vois, pour que le livre se vende, qu'ils se connaissent, etc. Et je me suis heurté à un mur de je m'en foutisme. Les gens m'ont dit oui, mais j'ai participé, etc. Envoie-moi un exemplaire gratuit et puis c'est bon. Et les gens ne voulaient même pas commander. Je leur ai dit ouais, mais prends-moi 4 ou 5, je t'en offre un. Tu vois, en plus, moi, je prends. Le livre coûte 35 €. Je crois qu'avec les reversements de droits d'auteur, ça doit être quelque chose comme 1,90 €, 2 € que je prends sur chaque livre vendu par Thierry Play, donc par les éditions Budo. Donc en fait, moi, je ne gagne pas d'argent là-dessus. Je gagne juste à ce que mon travail, pour lequel j'ai beaucoup sué, soit connu, quoi, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un je m'en foutisme global à propos. Et en plus, ils sont dedans, tu vois, c'est fou, quoi. Ouais. Et puis, franchement, je me suis cassé le cul. Hein. Ah bah, je biperai peut-être les gros mots, mais franchement, j'en ai sué pour sortir ce livre. Je me suis pris la tête avec la fédération à un moment aussi. Oui, tu m'en avais parlé. Voilà, donc ils ne voulaient pas que certaines choses sortent dans le livre, etc. Donc franchement, c'était des efforts. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que pour ces gens-là, c'est un outil de communication. Et ça s'arrête là. C'est dommage. C'est dommage parce que pour le coup, on est très loin de ce qu'écrit Musashi. C'est Bunbō-ryōdo. Voilà, alors là, on est loin. On est très la loin. voie des lettres et du combat. Et moi, ce qui me navre toujours un peu quand j'entends des retours comme celui-ci, et je les constate, il n'est pas question de se voiler la face, c'est le décalage monstrueux qu'il peut y avoir entre l'énoncé des principes, des valeurs, la modestie... Et des comportements qui sont d'une inélégance. Tu vois, par exemple, à ce propos, moi, quand j'ai commencé mes recherches, c'était en 2018, j'étais quand même jeune historien, tu vois, j'ai été franchement choqué de l'attitude de certains karatékas, mais j'ai été aussi agréablement surpris par d'autres. Pour rien cacher aux auditeurs, là, ce matin, j'ai reçu Michel Boulanger, qui est donc un professeur de karaté et de boxe de Menton. Et lui, son attitude m'avait vraiment beaucoup, beaucoup plu. Il était très honnête à propos de son activité. Il avait une certaine philosophie du combat qui me plaît beaucoup, parce que son père a été boxeur avant lui, en plus. D'accord. Donc, et lui-même a fait de la boxe, donc il connaissait bien son sujet. Et je l'ai reçu ce matin pour lui faire un épisode du podcast pour Budo Édition. Et on a parlé un peu, et tu vois, lui fait partie des gens qui m'ont agréablement surpris. Mais il y a aussi des gens qui m'ont désagréablement surpris. Et ça va sembler fou, mais... Moi, je me souviens de certaines conversations que j'ai eues avec des professeurs de karaté, dont 2 en particulier, où je me suis dit, mais en fait, il y en a un qui m'a clairement dit, moi, de toute façon, j'ai toujours été un commercial, je me suis mis dans le karaté, j'aurais pu vendre des lave-vaisselle, c'était pareil. Et ça, je m'en souviens très bien, et ça m'a un peu choqué. Et putain, et en plus, bon, bref, je dirais pas quelle fonction a le gars en ce moment, mais c'est choquant, hein. C'est choquant. Quand tu sais, parce que faisons ça de manière neutre, sans critiquer le gars, parce que tu vois, le gars, il a le droit d'avoir un métier, de vivre, etc. Et il a le droit de voir le karaté comme une activité pécuniaire. Tout à fait. C'est son droit. Il y a plein de sports, le foot, où on reçoit salaire. Ok.
mais tu as quand même l'éducation des enfants. Enfin, peut-être pas jusqu'à l'éducation, mais au moins tu transmets des valeurs certaines éducatives. Valeurs. Ok, on est d'accord. Et quand tu vois ça comme vendre des lave-vaisselle, putain, quand même. Non, c'est vrai que c'est choquant, d'autant que ça participe, et ton travail d'histoire, il rappelle quand même ça, c'est que ça participe d'un certain patrimoine immatériel de l'humanité. Tu évoquais les katas tout à l'heure. Dans les katas, il y a quand même une dimension de danse guerrière. On se doute bien qu'on ne va pas avancer en faisant 3 fois Itsuki sur... Justement, Jean-Charles Juster, dont je parlais, il avait fait sa thèse d'ethnologie sur les danses et les arts martiaux à Okinawa, pour montrer aussi les liens entre les deux, etc. Donc oui, effectivement, mais tu vois, pour eux, tout ça, c'est très abstrait. Alors, d'un côté, tu vois, on va pas prendre les gens pour des cons, c'est ce que je fais sur ma chaîne. T'as parlé tout à l'heure de ce que tu avais dit à tes étudiants, de dire aux étudiants, des fois, il y a des moments où on peut pas trancher entre deux façons de voir l'histoire, deux informations. Est-ce que tu as deux discours qui se contredisent à propos d'un événement? Des fois, on peut pas trancher. C'est exactement ce que j'essaye de montrer sur ma chaîne. Mais moi, quand j'écris un truc à propos d'un événement sur lequel je peux pas trancher, j'ai deux versions, mais pas de problème. Je vais expliquer au lecteur. Je vais lui dire, voilà, telle source que j'ai recueillie à tel endroit me donne telle version, telle autre source que j'ai recueillie à tel endroit me donne telle version. J'ai plutôt tendance à pencher pour telle ou telle, ou alors les deux versions se valent et j'explique pourquoi, et je laisse le lecteur est pas con. Libre arbitre. Il faut l'intelligence de comprendre de ton lecteur. et de se faire son propre avis. Bien entendu. Et bon, je l'ai fait un peu dans mon livre, même si c'est un livre pour le grand public, c'est pas trop une étude universitaire, etc. Mais je l'ai fait un peu quand même. J'ai expliqué, voilà, j'ai dit... Vous avez le droit d'avoir votre avis sur la question. C'est pas à l'historien de te gaver avec la connaissance historique et ça sert à rien. Bien entendu. Ça pose la question de la finalité du savoir et de la connaissance. Moi, je pense que ça évite beaucoup de malentendus malencontreux. C'est-à-dire, déjà, premièrement, ça évite de repasser de génération en génération les mêmes mythes, les mêmes trucs, même si... Comme les fables de La Fontaine, tu vois, ça a des valeurs éducatives parfois, les mythes. Mais c'est pas ce qui s'est passé, putain. Ça a quand même une importance. Donc, je pense que c'est la première chose. La vérité, pour moi, c'est une valeur importante. C'est-à-dire, on peut mentir, on peut essayer de maquiller un peu, mais putain, quand même, c'est pas ce qui s'est passé, quoi. Et ça, tu vois, en tant qu'historien, ça me frustre un peu de... Et surtout, ça me frustre quand je vois des gens qui sont, expérimentés, qui sont des karatékas aguerris. Tu vois, on parle des bouquins tout à l'heure. Moi, des fois, dans les introductions de bouquins techniques, je lis des trucs sur... Tu sais, ils mettent souvent une petite introduction à propos de l'histoire du style. Putain, je lis des trucs des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fumé? J'en veux, tu vois. Et je me dis, ok, il a voulu faire une petite introduction historique sur son livre technique. Son livre technique est très bon. Sur l'introduction historique, il s'est loupé, tu vois. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas dire que son livre est pourri, parce que c'est pas le cas. Son livre, c'est un livre technique, il est bon, et il a voulu se lancer dans une petite introduction historique, il a recopié des trucs, ou il a mis des trucs qu'il avait entendus, et il s'est loupé. Qu'est-ce que tu veux faire? Un livre sur le Kyokushin qui est très bon, à propos de la technique en Kyokushin. Bon, moi, j'aime pas la technique en Kyokushin, mais le livre en lui-même est très bien. Le gars a mis dedans que Oyama butait des taureaux, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Il peut rien faire. Donc là, c'est au lecteur d'avoir son esprit critique. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'avais fait une série sur ma chaîne au début, mais finalement j'ai fini par travailler pour Budo Édition, donc je le fais naturellement, une série pour présenter les livres. Et là j'ai Le Point Presse, je vais en faire un épisode prochainement d'ailleurs, pour présenter les magazines. Et donc de temps en temps, quand il y a un magazine qui sort, que ce soit Yashima, Karate Bushido, etc., je présente un peu le magazine vite fait pour que les gens aient au moins l'envie de le lire, tu vois. Bien entendu. Même si c'est juste un magazine, qui peut y avoir des erreurs, c'est destiné au grand public, puis c'est un peu, tu vois, sensationnaliste, etc. Bon, c'est déjà un premier pas vers la lecture. Oui, mais c'est... c'est difficile, mais comme tu le dis, d'abord, il faut s'adresser à l'intelligence des gens, ce que la télévision ne fait plus ou trop peu, alors que théoriquement, elle devrait continuer. Il y a Arte, c'est à peu près tout. Oui, c'est vrai. Et encore, je trouve que ça dépend des programmes, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que il y a des magazines comme Yashima qui ont le mérite d'exister et d'amener cette espèce de lien indissociable entre la plume et le sabre. Et donc ça c'est intéressant. Et peut-être que ça peut t'amener à nous donner le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, c'est toujours une question que je pose lors de mes interviews. C'est un truc qui est difficile à dire. Moi, je lancerai un message aux auditeurs. Si vous voulez au moins avoir
un peu plus de connaissances, à faire un pas supplémentaire par rapport au niveau 0. Essayez de vous renseigner, ne serait-ce qu'en lisant les choses simples. Par exemple, vous êtes pratiquant de karaté Shotokan. Bon, achetez un livre sur le karaté Shotokan, ça va toujours vous intéresser. Vous êtes pratiquant de boxe, achetez un livre sur la boxe. Il y a l'excellent livre d'Alexis Filonenko, que j'avais lu en vacances il y a 1000 ans, qui m'avait beaucoup plu. Donc, il y a plein de livres qui peuvent vous intéresser. Et moi, quand j'étais jeune, je détestais la lecture. D'accord. C'est difficile à croire maintenant parce que j'ai littéralement une tonne, j'ai 1000 kilos de livres. Ça se voit. Il y en a, avec les caméras, on voit pas, mais il y en a tout autour. Et en fait, j'avais été forcé, ça c'est un truc qu'il faut vraiment que je dise. Quand on est au collège ou au lycée, on est forcé de lire des auteurs. C'est vraiment l'anti-pédagogie. Qu'est-ce que tu vas comprendre à Balzac quand tu as 12 ans ? C'est ridicule. Enfin, et donc, la lecture, c'était pas un plaisir pour moi, c'était une corvée. Jusqu'au moment où, tu vois, j'ai commencé par lire des mangas, c'est con, hein. J'ai commencé par lire Dragon Ball et des trucs comme ça, et maintenant je lis Confucius. Donc tu vois que... Le chemin est possible. Mais c'est exactement ce que je dis aux gens. Commencez par lire des choses simples, qui vous motivent à lire plus, et petit à petit, vous allez prendre du plaisir à lire des choses pour lesquelles il y a 10 ou 15 ans en arrière, ça aurait été une corvée. Ouais. Moi, si on m'avait dit il y a 15 ans que j'aurais écrit une thèse universitaire sur l'histoire du judo, je n'aurais jamais cru. Parce que c'est un plaisir qui vient, c'est comme l'appétit vient en mangeant. C'est un plaisir qui vient petit à petit. On peut commencer par des choses simples, par des livres qui sont accessibles pour le grand public, et petit à petit aller vers des choses plus complexes. Donc voilà, s'il y avait un truc à faire, c'est aller même des magazines ou des choses simples. Et comme je dirige la chaîne de Budo Édition aussi, si les gens ils veulent juste avoir un aperçu de ce que c'est, je fais des vidéos de présentation des bouquins. Donc allez, si vraiment les bouquins c'est très dur, au moins la vidéo de présentation peut-être peut donner envie de lire le livre. Donc voilà, ça c'est le message que je veux faire passer. Et puis surtout, une dernière chose, parce qu'on arrive à bientôt 2 heures d'entretien. Oui, j'ai vu. C'est s'il y a des gens qui ont des archives sur les arts martiaux, sur les sports de combat, j'ai créé une association de préservation de l'histoire des arts martiaux. Donc moi-même, je ne stocke pas les archives ici, parce que ce serait une place indéfinie, c'est impossible. Mais je vous guide pour transmettre ces archives, qu'elles soient stockées de manière pérenne, par exemple aux archives départementales de votre région, de votre département, pour que ce soit stocké et au moins numérisé, archivé, stocké correctement pour que ce soit disponible pour les générations futures. Je sais que très souvent, les associations, les comités départementaux, les associations à la 1901, quand il y a un changement de président, le gars, il prend les archives, il met à la poubelle parce qu'il a besoin de place et il perd l'histoire de toute l'association depuis les origines. Moi, il y a plusieurs clubs de karaté et de judo pour lesquels j'ai pas pu reconstituer certains événements parce qu'ils avaient balancé à la poubelle les archives. Dommage. Et là, c'est perdu à jamais. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est pas grave, tu vois. Non. C'est perdu à partir de l'année où on jette jusqu'à la fin des temps. Pour toutes les générations qui auraient pu connaître cette... Voilà, c'est grave. Oui, non, mais absolument. Les historiens sur la mémoire de l'humanité. Et je pense que, de fait, tu le conclus très justement, très pertinemment, très joliment. Merci Gabriel, merci de m'avoir sollicité. Merci à toi pour tes questions très pertinentes. Bon, ça a été un plaisir. D'ailleurs, je vais dire un mot sur ton association, parce que quand même, on va faire de la pub pour chacun. Si vous habitez la région d'Aix-en-Provence et que vous voulez pratiquer le karaté ou certaines formes martiales, d'ailleurs, il y a des écoles de kung-fu maintenant dans ton association, dans ta fédération. Donc, allez voir Shinkyokai et Shinkyo Budo pour le karaté. Jean-Baptiste vous accueillera très chaleureusement. Avec grand plaisir. Et pensez à vous abonner à la chaîne Histoire des Arts Martiaux, si ce n'est pas encore fait, à commenter cette vidéo et surtout à la diffuser, à la partager largement. Merci, on va faire le clap de fin. Jean-Baptiste, 1, 2...